Bonsoir à tous les amis, très content de vous retrouver pour ce dernier débrief Ligue 1. Ça y est, les petits soucis techniques sont réparés, on est bien là ensemble pour parler de cette 34e et dernière journée de Ligue 1. Je suis assez content évidemment parce que c'est le dernier débrief ensemble. Ça aurait été long mais ça aurait été surtout hyper enrichissant. J'ai adoré faire ça, c'était une première pour moi de vraiment tenir. Je crois qu'il y a juste eu un week-end où j'étais en vacances, j'avais pas pu le faire, mais voilà, on aura fait 33 débriefs ensemble et voilà, c'était un moment entre vous et moi, un moment de partage, un moment à parler de Ligue des Talents, donc j'ai été bien content de le faire. Évidemment, je pense qu'on repartira là-dessus la saison prochaine. C'était le rendez-vous habituel et je compte bien m'y tenir. On va essayer de faire aussi d'autres choses pour la Coupe d'Europe, tout ça. Mais en tout cas, merci à vous d'avoir été fidèles. Et puis évidemment, il nous reste cette dernière journée à débriefer ensemble avec beaucoup de choses qui s'est passé. L'Europe, le maintien, le barrage, la relégation, les derniers coups d'éclat de cette journée. Par exemple, c'est vrai que voir Nice taper Brest 6-0, Lens qui en met 4 à Monaco, et aussi ce que je voulais vous souligner, j'ai adoré cette dernière soirée de Ligue 1 pour les nombreux hommages qu'on a pu voir. Je pense que ça fait partie des fois dans ce football, je vais pas dire moderne, mais vous savez, un football où on se dit qu'on est de plus en plus se détacher des clubs et des joueurs, avoir vu autant de moments forts comme ça, d'ovations, d'aide d'honneur, de standing ovation, d'applaudissements, que ce soit pour Steph Mandanda au Vélodrome, super initiative de la part d'Habib Beye de leur faire entrer Lacazette qui marque un doublé, qui passe le cap des 200 buts avec l'OL et qui peut partir la tête très haute. Et franchement, la haie d'honneur de ses coéquipiers a été superbe. Cherki aussi qui sort en larmes, donc tu peux dire peut-être un indice sur son avenir. T'as Jonathan David au LOSC également. T'as eu Cabella aussi dans un autre registre. Facundo Medina à Lens. Donc vraiment dans cette soirée, j'ai trouvé que c'était très très bien parce qu'au-delà des enjeux qui étaient colossaux, j'ai vraiment adoré voir ce partage d'émotions et ces souvenirs forts. Mais honnêtement, je sais pas si vous l'avez vu, allez voir les extraits vidéo, mais l'entrée de Mandanda avec le speaker qui parle de Mandanda comme s'il venait de marquer un but. Enfin, vraiment, c'est comme si Mandanda n'avait jamais quitté l'OM. C'est une des plus belles initiatives, je trouve, de cette soirée, de cette saison. Et je trouve que c'est vraiment bien d'avoir tout ficelé comme ça. Merci à Glavgav et Merab pour les petits subs. Merci beaucoup les potes, vous régalez. Et merci aussi pour tous les messages sympas. Je vois Glavgav par rapport à la soirée des trophées UNFP, même la dernière vidéo que j'ai sortie, c'est vrai que la semaine a été plutôt bonne ici, on a bien profité. Donc merci à vous tous pour vos messages, ça fait super plaisir. Et puis on va continuer, vous en faites pas, le boulot à bien taffer, à essayer de sortir des choses, à pouvoir un petit peu évoluer. Mais c'est aussi grâce à vous, pour tout ce que vous m'apportez comme message, comme bonne vibes. Donc si j'en suis là aujourd'hui, c'est aussi parce que vous avez mis la pierre à l'édifice. Comme on dit, et merci pour le petit conseil aussi. On va essayer d'avoir un débit de parole un peu plus lent, mais c'est vrai que dans les débriefs j'ai tendance à m'enflammer, c'est pour ça des fois aussi je bafouille, je mange mes mots, mais quand on parle de Ligue des Talents, on a envie toujours de s'enthousiasmer, d'être vraiment hyper dans le truc. Mais oui, je sais que je dois un petit peu ralentir le rythme, mais vraiment c'est le rythme qui est le mien. Mais ouais, on a 9 matchs à voir ensemble, donc évidemment je suis très content. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de Havrais, beaucoup de Lyonnais. Il va falloir aussi que les Strasbourgeois, les Stéphanois et les Rémois, parce que évidemment il y a des grands gagnants ce soir. Il y a des grands gagnants. Nice qui termine 4ème, qui ira en barrage, en tour préliminaire de Ligue des Champions avec peut-être un barrage. Donc vous savez que ça peut être 2 tours à passer avant d'arriver dans la phase de championnat. On va revoir un petit peu les équipes potentielles où il y a du beau monde qui pourra affronter les Aiglons. On a du coup 5ème le LOSC qui disputera l'Europa League. L'OL qui du coup passe devant Strasbourg, qui est pour l'instant 6ème, donc conférence, mais si le PSG remporte la Coupe de France, ce sera Europa League. En attendant, évidemment, parce que l'OL, on va toujours mettre des guillemets ou des astérix pour dire, attention, il y a peut-être un risque que la DNCG, l'UEFA, ça pourrait mettre des bâtons dans les roues, avec évidemment, comme le dit Medzoum, faut pas oublier que la Conférence League, c'est un barrage, et on a vu que pour Lens, ça avait été un petit peu une belle galère cette saison contre le Panathinaikos, mais ce qui nous a fait, je pense, tous vibrer et un petit peu... En fait, ce qui est bien, c'est que sur un multiplex, il faut toujours qu'il y ait un scénario auquel on ne s'attend pas, un truc un peu renversant, et une équipe que tu pensais peut-être à l'abri qui se retrouve dans la sauce, et c'est ce qu'on a eu ce soir. Reims, on s'était tous dit, ils ont quand même battu
L'OM, ils sont allés gagner à Lens, ils ont fait des bons petits résultats, mais le matelas n'était pas suffisant. Et là, tu as Le Havre qui était mené à Strasbourg, qui renverse la vapeur. Et bah, évidemment, je pense que vous avez tous vu cette action et ce penalty d'Abdoulaye Touré qui assume, qui tire son penalty, qui fait une panenka, qui prend un contre-prix Petrovic et qui sauve son équipe. Alors, je sais pas si c'est le scénario rêvé, mais je pense qu'on s'en approche parce que tu maintiens ton équipe en Ligue 1, et quand je parle de maintien en Ligue 1, il n'y a pas d'histoire de barrage ou quoi, il n'y a pas de aller-retour contre le FC Metz. Non, non, c'est vraiment Le Havre l'an prochain sera en Ligue 1, ils sont allés chercher ce maintien à la dernière seconde, à la dernière minute, et le gars a mis une panenka. Honnêtement, je crois que j'en ai rarement vu des gestes comme ça, aussi bien assumés, aussi bien orientés, en disant le mec. Alors, est-ce qu'il savait qu'il allait faire ça? Est-ce qu'il s'est dit, le gardien et tout? Il y a un mec sur Twitter qui m'a dit non, faut pas que tu valorises ce genre de geste parce que, honnêtement, s'il le rate, il serait fait détruire dans le vestiaire. Oui, oui, si, mais c'est du conditionnel. Et l'histoire retiendra qu'Abdoulaye Touré a assumé ce penalty qu'il a transformé en panenka et que ça restera un des plus grands moments de l'histoire récente du Havre, et même je trouve en termes de Ligue 1, de moments marquants, c'est quand même assez costaud. Donc je pense pour moi c'est l'une des images de la saison quoi qu'il arrive, et je dis pas ça parce qu'on est dans la culture de l'instant et que c'est la dernière journée, mais sauver son équipe comme ça, ok, faut vraiment envoyer. Évidemment oui, je pense qu'il y aurait eu des regards un petit peu avec des envies de le trucider s'il n'avait pas transformé, mais c'est aussi une aura, un instant, et le mec a assumé. Et oui, c'est vrai que s'il n'avait pas transformé, par contre, je pense que là, ça aurait été la risée absolue, mais de risée à héros, il n'y a qu'un pas, il n'y a pas de nuance quand tu tentes ce genre de geste, et vraiment, c'est vrai que tu as bien raison de le souligner. Dans le chat, je vois ton tweet, enfin ton message Iroma. Je suis avril, il fait une panenka à quasi tous les pénaltys. C'est vrai qu'il a plutôt tendance à être tiré comme ça. C'est vrai que je vois l'espèce de petit effet piqué. Il aime bien, comme il a une dégaine un petit peu, tu sais, nonchalante, Abdoulaye Touré, et c'est 100% de pénalty transformé cette saison, donc jusqu'au bout. En plus, il en avait déjà mis un au cours de cette rencontre. Donc ouais, Le Havre qui se sauve à la dernière journée, magnifique, super de sa part. Et du coup, conséquence, Reims sera barragiste. Reims sera barragiste, les gars. C'est quand même un échec majeur parce qu'on imaginait beaucoup d'équipes qui pourraient être barragistes avant le début de saison. On se disait que, évidemment, les promus, ça allait être galère. On se disait que Nantes, ça pourrait être le cas, que Le Havre, que Montpellier, on pouvait peut-être aussi prédire une saison un petit peu dans le dur. Pourquoi pas un Toulouse ou autre. Mais Reims, quand tu vois Reims qui a plutôt bien travaillé, même si on avait déjà vu quelques alertes, la saison post-Will Steele où ça avait été la bouffée d'oxygène, on avait compris que c'était pas non plus hyper bien, mais après 7-8 journées cette saison, Reims était dans le top 6. Donc tu dis ok, même s'ils vont pas en Europe, au moins ils sont ventre mou tranquille. En plus ils font un parcours en Coupe de France, ouais c'est bien pour eux, parce que c'est vrai que t'as beaucoup de malheur qui s'abat sur cette équipe ce soir, mais c'est chouette de disputer une finale de Coupe de France. Par contre là, le calendrier qui s'avance et l'équation, elle est assez terrible pour Reims, parce que, on le rappelle, ils vont du coup disputer 2 matchs, un barrage aller contre Metz à Saint-Symphorien, un barrage retour à Delaune, et entre-temps, il y a une finale de Coupe de France. Alors, qu'est-ce que tu fais? Évidemment, je pense que la priorité, c'est de mettre l'équipe 1 contre Metz, mais c'est quand même une finale de Coupe de France, en sachant que Paris, voilà, on a déjà vu Reims résister à Paris cette saison. C'est vrai que dans les stats, dans les drôleries de la saison, le PSG n'a pas battu Reims. Parce que oui, Reims a mis un espèce de bus considérable à chaque fois, a su s'en remettre à Yevan Diouf, à des joueurs de talent, comme le but de Nakamura au parc qui était très très bon. Mais là, pour le coup, je ne sais pas ce qui va suffire pour se sauver, et comment ça va te trotter dans la tête. Mais ouais, Reims, on a beaucoup parlé de toute façon ici de Jean-Pierre Caillot, de sa stratégie, avec notamment les réserves sur Thiago Almada et tout. Moi j'avais fait un tweet, j'ai pas envie de le ressortir et tout pour faire Georges Flex, mais j'avais dit attention à ces stratégies de se concentrer sur les autres, d'envoyer des PDF aux copains pour dire tiens, tu sais pas comment on dépose une réserve contre Almada, attends je vais t'expliquer le tuto, tu vas voir nickel. Je pense que la priorité pour Reims, quand on a vu la dynamique novembre, décembre, janvier, c'était pas d'indiquer aux autres pourquoi il fallait bloquer l'arrivée de Thiago Almada, non, c'était sauver son équipe. Et là il a joué avec le feu. Là, c'est pas loin d'être la punition ultime. Donc attention à Reims. Est-ce qu'ils peuvent s'en sortir?
Oui, oui, je pense que individuellement ils sont supérieurs à Reims, mais enfin ils sont supérieurs à Metz. Mais attention à ce genre de dynamique. Metz n'aura pas, on va dire, grand chose à perdre parce que non, c'est quand même une place en Ligue 1. Mais ce qui est sûr, c'est que le scénario de ce soir, tu perds à Lille et t'as ça qui te tombe sur la tête. Ça peut être par contre totalement bénéfique pour Metz qui peut, t'imagines comment Reims doit faire ça. Après je pense que la priorité évidemment c'est le match aller. S'ils gèrent bien leur match aller, tu peux te dire allez pourquoi pas la finale, mais le match aller, le retour, c'est assez chaud tout ce qu'on va voir quoi. Ouais, c'est vrai, comme tu le dis, Stradri, Reims qui termine relégable alors qu'ils ont un gardien qui surperforme comme pas possible sur sa ligne. Bah ouais, et en plus, Reims va peut-être aller en barrage ou Ligue 2 avec des éléments. Alors c'est vrai que Ito il a un petit peu disparu de la circulation, mais ça reste je pense un mec que tu peux relancer. Nakamura statistiquement il a fait une bien meilleure saison que celle de l'an dernier. T'as des jeunes joueurs qui sont pas mal du tout quand ils veulent, hein, à Tangana, Kipré notamment. Mais sinon même Diacon, hein. Diacon c'est pas mal du tout. Mais voilà, c'est l'effet d'une saison où tu t'attends pas. En fait c'est le plus dur je pense pour ce type d'équipe, c'est de ne pas, dès le début de saison, se dire je veux le maintien. Reims arrive, se dit nous notre ambition c'est première partie de tableau, et si on peut aller accrocher l'Europe, profiter de 2-3 trucs, pourquoi pas. Là pour le coup, tu as très très vite compris que tu allais être dans le dur, et finalement ils sont ok, ils ont mis ce petit coup de boost nécessaire avec le fameux match contre Marseille, tout ça, mais quand t'es pas programmé pour jouer le maintien, c'est la pire des situations. Vraiment, tu sais pas trop comment le faire, c'est pas le Reims d'il y a 10 ans avec David Ngog, tout ça, quoi. On savait que là, c'était un Reims qui était financièrement, même au niveau de l'effectif, qui était un peu plus court. Mais ce qui est sûr, c'est comme tu le dis, Pompavello, oui, le départ de Mounetzi les a tués. Le départ d'Agbadou aussi a fait beaucoup de mal. Parce que lui, c'était vraiment un patron absolu derrière. Mais voilà, tu vends Agbadou et Mounetzi pour quasiment 40 millions d'euros à Wolverhampton. 40 millions d'euros, tu peux les réinvestir. Mais vous n'êtes pas sans savoir que la situation économique de Reims, comme bon nombre de clubs de Ligue 1, bah, elle est très compliquée et que Reims n'a pas pu réinvestir sur des joueurs majeurs. Ils sont plutôt allés chercher des éléments de complément comme John Patrick, des gars comme ça. Mais c'est pas simple de remplacer Agbadou, c'est pas simple de remplacer Monetti. Mais quand cet argent il sert surtout voilà, à mettre de côté parce que bah, les temps sont durs, bah, tu finis par te retrouver dans la sauce. Et voilà, c'est le cas de Reims. Et avant de revenir sur les matchs en détail, l'autre grand perdant de ce soir, bah, évidemment, c'est Saint-Etienne. Alors, est-ce qu'il y a des regrets, oui ou non? Parce que tu devais gagner et tu devais compter sur un faux pas du Havre. Le Havre, finalement, est allé gagner comme un grand, mais t'es Sainté, t'avais ce dernier match à domicile et peut-être que finalement l'enjeu les a un petit peu tués. Et après, j'ai même pas envie de dire l'enjeu, parce que finalement ils marquent 2 buts. C'est surtout ce qu'on redoutait tous, je pense, c'est que Sainté version Orneland est une belle équipe. A des individualités super intéressantes, Stassin, David Tachvili, Mouefek, Ekwa, Bouchouari, mais ce Saint-Etienne là, défensivement, c'est pas possible. Pour moi, il y a trop d'erreurs, il y a trop de buts de gag, il n'y a pas eu assez de continuité, de stabilité pour aller chercher ne serait-ce qu'un barrage. C'est dur parce que je trouve vraiment que Saint-Étienne avait des bons ingrédients pour sauver. Il y avait des équipes qui étaient peut-être un peu prenables, mais défensivement, quand tu arrives en Ligue 1 et que c'est aussi léger, bah, c'est pas possible. C'est pas possible. Et je pense qu'on était tous d'accord pour dire que ce Saint-Étienne-là, et encore plus quand on avait vu le scénario, notamment du derby, quand on avait vu leur victoire en janvier contre Reims, qu'on avait vu certains matchs, on s'était dit, franchement, Saint-Étienne, ça joue bien. Et même des fois, ils ont fait des matchs, le 3-3 contre Brest, le 3-3 contre Angers. C'était spectaculaire, c'était beau à voir. Honnêtement, Saint-Étienne, j'ai souvent pris du plaisir devant eux. Je pense que ça fait partie des 7-8 équipes. Je me suis dit, il y avait vraiment quelque chose d'intéressant dans le collectif, dans la production, dans le contenu, dans les intentions. Mais voilà, c'est dur à dire. C'est dur à dire, mais la défense à ce niveau-là, c'est tellement critique. Et ils sont passés à côté de ça. Et si j'étais stéphanois, j'en voudrais beaucoup à la direction de ne pas avoir fait les efforts nécessaires pour aller recruter en défense. Et je te parle pas d'aller chercher des 3-4 tauliers, mais il fallait peut-être aller prendre Moi, le poste où j'ai eu le plus de mal cette saison à Saint-Etienne, c'était les latéraux. Moi, latéral gauche et latéral droit, j'ai jamais trouvé que Petro, Apia ou Masson c'était fiable. Et même si Petro il a eu une bonne petite période avec son pied gauche là récemment, ça restait trop léger parce que
J'ai pas vu tous les matchs de Saint en Ligue 2 quand Bordeaux y était aussi. Je regardais un peu plus. Et sincèrement, ils m'ont jamais fait l'impression. Enfin, ils se sont montés parce qu'ils le méritaient. Encore une fois, je remets pas ça en cause. Mais défensivement, ils m'ont jamais. Enfin, je me suis jamais dit, cette équipe, elle a de quoi voyager. Tu vois, par exemple, Auxerre avec Djoubal, avec Diomandé, Clément Akpa, Kijana Hoover, Mensa. Enfin, il y a beaucoup plus de garanties. Même Angers, je trouve, c'était plutôt bien avec Lefort, Hanin, Biuma, Ecomier, tout ça. Donc, à voir. J'espère pour eux. Bah, je vais pas faire de faux espoirs aux Stéphanois, mais Stassin, à mon avis, il va avoir une très belle offre qui va arriver. Et j'ai vu ta question à Bligno, à Blin à Strasbourg, je sais pas, mais c'est vrai qu'il va avoir. On a parlé la dernière fois du marché des numéros 9 en Europe, avec Osimhen, Gyökeres, tout ça, Mateusz Cunha, voire Vlahovic. Par contre, le marché des numéros 9 en Ligue 1, il peut y avoir pas mal de dominos. Il peut y avoir un départ des mégas, Ablin qui le remplace. On peut avoir un départ de Guessant qui va remplacer Guessant à Nice. On va peut-être avoir un Stassin. Alors, Stassin, je suis un lit, je fonce dessus. J'adorerais garder Stassin en Ligue 1, mais de ce qui se dit, les grosses offres, elles vont arriver de PL. Tu peux être sûr que Brentford, Brighton, ces équipes-là vont aller dessus. Et est-ce que... Après, moi, je trouvais, en vrai, Stassin pour remplacer David, oui, tous les jours. Mais je signe tous les jours, évidemment. Mais je sais pas si financièrement, le LOSC va pouvoir rivaliser avec ça, quoi. Salut Stradri, j'espère que tu vas bien. Pas trop peur pour la SSE. Orneland a vu le même scénario avec son équipe en Norvège, je le repars en D2 pour rebâtir. Mais moi, ce que j'ai vu à Orneland, et ça, c'est une super. Enfin, c'est une super nouvelle, c'est qu'il avait l'air de vouloir justement rester et de construire, voilà, même s'ils vont en Ligue 2. Et c'était aussi le discours du propriétaire. Moi, je le trouve un petit peu dommageable parce qu'encore une fois, je pense que Saint-Étienne, s'ils avaient un peu mieux recruté et surtout pris en défense, je pense qu'ils avaient de quoi se sauver. Il leur en manque que quoi, 3-4 points, ils pouvaient les faire larges avec un peu plus de jugeote en défense. Ça s'est pas joué à grand chose, mais Corneland reste, moi j'espère, parce que Corneland qui reconstruit quelque chose en Ligue 2 avec des jeunes, avec des joueurs qui arrivent, du bon recrutement, ouais, moi j'ai envie de miser là-dessus. Et Corneland, ouais, je le redis, ça aurait fait 6 mois de très très belles découvertes. J'ai envie de serrer la main de ce monsieur, il aura tenté quelque chose, et vraiment, oui, je pense que je suis d'accord avec toi, Medzoum, je pense que c'est pas une question d'entraîneur, c'est plus de matériel, je pense que c'est ça qui l'a plombé, mais de ce qu'il nous a montré Corneland, on a envie de le revoir. Et oui, c'est vrai que je l'ai dit aussi, parmi l'équation des numéros 9 en Ligue 1, il y a évidemment aussi le Paris FC. Paris FC, on a vu qu'ils étaient également intéressés par de beaux petits noms. Donc, à voir ce que ça va donner. Du coup, les amis, on a beaucoup parlé sur cette introduction, mais évidemment, il faut qu'on aille voir 2-3 petits trucs, à commencer par, vous en doutez, le classement qui s'affiche de ce pas. Avec, voilà, tout est figé. On sait quel est le verdict de cette saison 2024-2025 au bout de 34 journées. Le PSG champion, ça, évidemment, vous étiez au courant. Marseille qui finit deuxième, donc on rappelle la place de Dauphin. Si Paris bat Reims, on aura donc un trophée des champions PSG-OM, ce qui est pas mal du tout pour relancer la saison. Je pense que à la Ligue, ils sont très contents d'avoir un PSG-OM pour lancer la saison. Après, je dis lancer la saison, j'espère juste que ce sera pas en janvier au fin fond du golf, enfin un match voilà, j'espère qu'on aura un PSG-OM en France pour relancer la saison, ce serait quand même vraiment chouette. Ensuite Monaco qui a pris une claque ce soir, enfin la saison du centenaire, Monaco revient à le laisser, mais il y a beaucoup de choses à redire, enfin ça aurait été une saison avec des hauts mais des choses aussi très éprouvantes je trouve du côté de Monaco. Nice qui est en tour préliminaire, juste après on ira revoir les équipes qui pourraient affronter Nice, et vous en doutez, il y a du lourd, ça va pas être simple pour les Aiglons. Nice qui termine 4ème, j'ai quand même envie de dire bravo à Francaise, parce que cette saison elle n'aura pas été de tout repos. On a connu beaucoup de choses à Nice, un petit peu comme Monaco avec les grosses déceptions en coupe. Voilà, 34e sur 36 en Europa League, c'est pas possible. Élimination en Coupe de France contre le Stade Briochin. On sait aussi qu'il y a des circonstances atténuantes pour Nice, avec un effectif qui a été plombé par une infirmerie. Je le redis et je le répète, mais je pense que c'est important de le souligner. À un moment à Nice, il n'y avait que 8 joueurs de champ et 3 gardiens pour faire un entraînement. Je pense que là, Francaise, il pouvait pas faire de miracle, et en plus, il a dû composer. Vous avez pu le voir avec des erreurs de diagnostic médical, notamment pour Morgan Sanson. Donc voilà, première partie de saison un petit peu délicate, et après
quand ils ont pu compter sur leur force vive, ils ont quand même fait une deuxième partie de saison, ma foi, super costaud. Et même en ayant un Evan Guessant qui est un petit peu calé sur la fin de saison, là ce soir qui a fait un vrai bon match contre Brest, bah lui aussi il a retrouvé des couleurs. Après, est-ce que je suis optimiste pour Nice en barrage LDC? Pas forcément, mais j'ai confiance en Francaise. Je trouve que c'est un très bon coach, quelqu'un qui sent bien les choses, un bon tacticien, un bon meneur d'hommes. Et même si Nice, on a tous envie d'être hyper déçus de les voir en barrage, et on se dit tous, ils vont aller de nouveau en Europa pour aller se faire casser la figure à Riga ou à Vilnius. Moi, j'ai confiance en Francaise. Il fera le max pour passer ses barrages. Et après, si ça choque, ça ne le fera pas. Mais j'ai quand même envie de mettre une petite pièce. Après, vous savez que Nice, c'est un contexte particulier. Ineos, Radcliffe, on ne sait pas trop. Enfin, il y a un propriétaire qui lâche des déclarations assez lunaires sur son équipe, avec en disant, tiens, on se concentre absolument sur Manchester United. Bon, on verra ce que ça donne. On parle aussi de, pourquoi pas, de rachat pour une histoire. Cinquième Lille qui a malheureusement un petit peu raté à demi-raté, parce que ce match à Brest les met dedans, ils ramenaient un point de Brest, ils étaient de nouveau en LDC, mais finalement pour ce LOSC là, on a vu que digérer la LDC ça avait été rude sur la deuxième partie de saison, et ce LOSC là qui joue des matchs de Coupe d'Europe le jeudi soir, je suis quand même preneur. Il va avoir du mouvement dans l'effectif. On a le départ notamment de David, à voir pour Chevalier. Il y aura deux, trois autres joueurs qui seront intéressés. J'ai quand même envie de dire Zegrova, j'espère qu'il va rester parce que ça fait longtemps qu'il est absent des terrains et je vois pas trop l'intérêt pour lui de partir là alors qu'il n'a pas joué depuis 5 mois. Thiago Santos aussi qui doit revenir. Je pense que Lille aura un bel effectif la saison prochaine et que le jeudi soir, ce sera leur compète. Ouais, Diakité, je pense qu'il sera aussi courtisé. Il sera vraiment bien courtisé. À voir, Boadi, Diakité et Chevalier. Même Alexandro. Alexandro, c'est un profil de défenseur qui peut plaire à énormément d'équipes de PL. Et on arrive à l'OL. L'OL qui est passé par tous les états depuis le match d'Old Trafford. On ne sait pas trop sur quel pied danser. On ne sait pas si cette place conférence qui peut se transformer en place en Europa League si le PSG gagne la Coupe de France, elle sera là encore une fois avec les soucis de DNCG, tout ça. Mais en tout cas... c'est quand même bien de revoir, je pense, l'OL en Coupe d'Europe parce que c'est une équipe qui a joué le jeu, qui a fait un quart, qui sera compétitif jusqu'au bout. Après, ils ont été compétitifs cette saison. L'an prochain, sans peut-être les plus grosses valeurs marchandes, Cherki, Fofana, peut-être Mikotadze. À voir. Bon, là, déjà, il y a le départ de la Casette, on sentait que c'était la fin. Et je répète, je trouvais que l'hommage, la porte de sortie du général était vraiment mémorable ce soir. Ouais, c'est vrai, comme le dit Ewen, l'OL il y a 3 semaines, ils auraient été déçus de la 6ème place. Au final, ce soir, il la célèbre. C'est pour ça que le foot va très très vite. Je pense que le fait qu'il y ait cette soirée un petit peu, tu sais, hommage, la sortie du maillot anniversaire, le tifo pour la Casette, l'aïe d'honneur, Cherki qui sort lui aussi en larmes, tout ça, je pense que la déception de la LDC, il faut quand même qu'on en parle, mais c'est bien aussi de terminer avec des images positives et des émotions, tu t'en souviendras, et je pense que ça a été un petit peu le résumé de cette soirée lyonnaise. Tout n'a pas été parfait, il y a eu un gros raté, parce que, encore une fois, quand on revoit l'effectif de l'OL, ils auraient dû aller en LDC. Moi, je pense qu'ils avaient un effectif pour être largement top 4, faut pas déconner. Maintenant, désormais, comme le dit Loulou, c'est vrai que peut-être que l'OL, Textor, il échappe à la bronca grâce à ces hommages-là, quoi. Yannou Sama qui me dit, si le club avait pas ses finances, la saison serait pas aussi cata. T'as quand même l'élimination contre Bourgoin qui est une grosse tâche, parce que l'OL n'a pas non plus l'habitude tout le temps de se faire sortir par des 5e divisions. T'as cette Europa League où tu vas en quart, t'es pas loin d'aller en demi-finale, et t'as cette 6ème place. Je pense que s'il n'y avait pas l'espèce de truc finance, et tu te dirais finalement, il y a certains joueurs comme Malik Fofana, peut-être Cherki, tu savais quoi qu'il arrive, finance dans le rouge ou pas, il partait cet été. Par contre, Malik Fofana, tu dis, ça fait qu'1 an et demi qu'il est là, il peut encore faire 1 an. Je sais pas. Moi, je pense quand même qu'ils avaient l'effectif pour être top 4. Très clairement, c'est ça, quoi. Je préfère jouer l'Europa à la limite, mais c'est l'argent qui est intéressant. Eh oui, c'est ça, c'est l'argent. Malheureusement, c'est ce qui dirige ce monde vil et cruel, surtout auprès de tonton Johnny Textor, qui en a cruellement besoin, qui fait des pieds et des mains pour y aller, quoi. Et du coup, le perdant, pour le moment, mais après le pari peut sauver Strasbourg.
Le perdant, c'est ce bon vieux Racing Club de Strasbourg-Alsace. Mais si on prend une lecture froide, Strasbourg est l'équipe surprise de cette saison. Strasbourg a mal digéré son sprint final. Et j'ai pas envie pareil de flex, parce que ce que je disais en première partie de saison, malheureusement ça s'est retourné contre moi, parce qu'en première partie de saison, souvenez-vous, j'ai dit, cette équipe, elle est hyper intéressante, elle est jeune, elle est audacieuse. Rosseignor, il met des choses en place au niveau du pressing, des intentions, je me dis waouh. Par contre, trop de jeunesse égale, voilà, vous savez ce que ça signifie, des erreurs, des temps faibles qui peuvent pas très très bien gérer, et malheureusement, cette fin de calendrier, elle était à leur portée. Quand on regarde les matchs, c'est Angers et Le Havre, deux équipes en bas du classement. Après, c'est deux équipes qui jouaient leur peau, mais c'est pareil, factuellement, Strasbourg gagnait ces deux matchs, ils étaient en LDC. Ça peut te laisser beaucoup de regrets, mais est-ce que finalement, c'est pas aussi leur place, je trouve, et c'est bien, de peut-être disputer la Pipion League, d'aller les jeudis soirs se balader en Moldavie, en Finlande, d'aller affronter des équipes obscures autrichiennes, où seuls les fous du bus de Football Manager reconnaissent les logos. C'est peut-être ça aussi leur destin. Et je trouve que c'est bien de voir Strasbourg. Je pense que c'est une compétition qui leur correspond comme une petite progression. Après, c'est sûr que pour un joueur, t'es pas loin de jouer la LDC. Ouais, t'as des regrets, évidemment. Mais pour ce Strasbourg-là, je me dis que c'est vraiment bien de revenir en Europe exactement par cette porte-là. Après, il y a un barrage. Donc attention, parce que le barrage, ils le disputeront peut-être sans André Santos, sans certains joueurs majeurs comme Bakwa, tout ça. Qu'est-ce qu'il nous dit le Bombenski qui est au fond du trou? Luc qui nous dit Strasbourg va surtout perdre tous ses meilleurs joueurs l'année prochaine. Adieu Petrovic, Santos, Barco qui vont retourner à leur club et Emega et Bakwa qui vont sûrement avoir des offres. Après, ce qui est sûr, c'est que il y a du beau monde qui va partir. Mais il faut aussi se dire qu'il y a du beau talent qui va arriver. Parce que c'est la poétique de Strasbourg et qu'ils vont réussir à te dénicher des noms. On va se dire, ok, là, ils peuvent nous mettre d'accord. Je me dis que Strasbourg, ils réussiront à bien recruter. Mais attention, encore une fois, cette période de mercato, t'as le barrage de conférence qui va tomber. T'auras peut-être une équipe, tu sais, un petit peu aguerri à ce niveau-là, de jouer des matchs comme ça, couperés, bourbier de Coupe d'Europe. Donc, tu vois, Strasbourg-Panathinaikos, par exemple, je serais pas serein. Mais on va espérer qu'il le fasse parce que vivre une deuxième saison de suite sans club français en Pipion League, où est-ce que je fais la propagande, moi, les gars? Parce que je suis tout seul à regarder mes demi-finales Fiorentina-Betis et Chelsea Blue Garden. Mais oui, t'as peut-être Kendry Paez, t'as Estevao. On va voir qui va débarquer en Ligue 1, quoi. Après, c'est bien qu'ils vont pas en LDC car à tout moment, ça leur coûte leur saison du 25-26 et que les mecs se retrouvent à jouer le maintien. Ouais, je vois ce que tu veux dire, Arena, mais on a dit pareil pour Brest et t'as quand même un effectif où tu peux gérer des équipes chapeau 3 et chapeau 4 en LDC. Et tu vois, même si tu refais pas une saison en Europe, tu peux quand même avoir un effectif qui fait le job en Ligue 1. Moi, j'aurais pas été inquiet si Strasbourg avait été en LDC pour la Ligue 1. Je pense qu'ils auraient réussi à gérer tout ça. Du coup, on va venir après sur les différents matchs, mais c'est vrai que tu as Lens qui tape Monaco 4-0, qui s'offre une très très belle soirée de conclusion avec Bollard, avec évidemment aussi cette question, est-ce que Lens pourrait être éventuellement européen, à voir si John Textor a oublié de déclarer certaines choses à l'URSSAF qui va venir lui taper sur les doigts. Brest 9e, Toulouse 10e, Auxerre 11e, Rennes 12e, et après Nantes qui se sauve en battant Montpellier avec enfin un peu de spectacle à la Beaujoire. Encore une fois, très très belle ambiance, vraiment un top public, et quand tu vois le jeu proposé par Comboiré, vraiment il méritait pas ça cette saison. Donc moi je vous l'ai dit, Comboiré qui devrait rester, qui est encore sous contrat jusqu'en 2026, j'espère sincèrement qu'à Nantes on va tourner la page et qu'ils vont essayer d'aller plus loin, plus haut que ça, quoi, parce que c'est pas possible, surtout que tu as des joueurs qui vont être courtisés comme Ablin, comme Simon, tu vas peut-être perdre du beau monde, donc attention à cette intersaison côté nantais. Angers qui était déjà sauvé, qui a perdu à Lyon, et après là on arrive sur les moments croustillants. Saint-Étienne qui peut avoir des regrets parce que tu avais une finale à jouer à domicile, tu l'as perdu, mais en même temps tu dis que Le Havre a gagné de son côté. Alors est-ce que Le Havre il l'aurait fait parce qu'ils se disent dans l'oreillette, parce que vous savez comment ça fonctionne, les coachs, les staffs, les joueurs, ils disent non, nous on se concentre sur notre match, il
Il y a du talkie-walkie, il y a des AirPods, il y a des tablettes, il y a des Apple Watch, il y a tout le matériel technologique que vous voulez sur les bancs. Et les joueurs sont prévenus, enfin, ils savent ce qui se passe. Et c'est vrai que si on avait dit aux joueurs havrais, attention, Saint-Étienne est en train de gagner, on est 17ème, peut-être que ce scénario-là ne serait pas produit, parce que les joueurs ils réfléchissent autrement, ça trotte dans la tête. Après, c'est vrai qu'ils ont été sur la dernière demi-heure possédés par quelque chose, ils sont allés chercher leur maintien, et juste chapeau pour ça. Mais du coup, oui, Saint-Étienne, finalement le maintien, bah oui, tu le perds là, mais il se joue sur tellement d'autres scénarios. On en a rappelé, où Saint-Étienne a montré des belles choses dans le jeu, mais s'est fait punir à chaque fois par sa défense. 77 buts encaissés, quand même. 77 buts encaissés. Montpellier à 79. Ça montre un petit peu la faille majeure qui a pu se produire au sein de cette équipe. 39 buts marqués. T'as marqué plus de buts que Reims, qu'Angers, t'as égalité avec Nantes. Bon, le Havre qui a été une des meilleures attaques sur la deuxième partie de saison, GG pour ça. Ouais, Saint-Étienne, on verra ce que ça donne. Reims, du coup, on l'a dit, bah, ils ont perdu à Lille. Et avec les scénarios, victoire de Nantes, victoire du Havre, tout ça, bah, c'est eux qui se retrouvent à la place un petit peu horrible que personne ne voulait, avec cet enchaînement-là. Si, t'en fais pas, on parlera d'Atmatch de Toulouse. J'en redirai un petit mot quand on reparlera du match Saint-Étienne-Toulouse. Mais moi, mes Toulousains... je les avais dit, pourquoi pas jouer des coudes pour aller en Europe. Bon, les coudes, c'est quand même une dizaine de points, donc les coudes, on repassera pour ça. Hein. Il n'y a pas eu trop de suspense, mais Toulouse, ça a été une équipe intéressante, frustrante, et dommage. Dommage parce que je pense qu'il y avait un peu plus à exploiter sur cette équipe. Ouais, c'est ça. L'Auguste, il a tout résumé. La saison est finie, mais il reste 3 matchs à Reims. C'est vrai que là, il y a tout le monde qui est en vacances et Reims qui se tape 3 matchs supplémentaires. C'est quand même très bizarre. C'est quand même très bizarre dans ce sens. C'est vrai que le safety, il a raison sur Toulouse. Toulouse, 5ème en expected points. Après, les stats, vous en faites ce que vous voulez. Vous les appréciez, vous les analysez, vous les rejetez, vous essayez de mettre du contexte. Mais c'est vrai que Toulouse a quand même connu des scénarios où ça n'a pas joué en leur faveur. Et puis oui, on va aller sur les différents matchs. Mais c'est vrai que nos amis toulousains, enfin nos amis toulousains non, mais nos amis havrais nous ont offert cette soirée. Ryan Cherki annonce son départ de l'OL. L'attaquant lyonnais Ryan Cherki a annoncé en zone mixte après Lyon-Angers qu'il allait quitter son club formateur à l'issue de cette saison. C'était ma dernière, je pense, avec Lyon, mais je suis prudent car je sais ce que j'ai vécu l'été dernier. Je sais par où je suis passé, a-t-il indiqué en zone mixte. Je verrai où le vent me mène. Je suis fier de ce que j'ai accompli pour l'OL. Bon, après, on pouvait s'y attendre. On avait vu une certaine émotion. Et je pense que ces larmes, elles avaient traduit ça. Mais si l'annonce est... On ne sait pas où il signe. Non, il signe au Paris FC, non. Je ne sais pas. Je pense que c'est un profil qui peut plaire à énormément de clubs de championnat. Et surtout, je pense que le prix peut être un peu inférieur à ce qui se fait sur le marché européen. Donc c'est vraiment un bel investissement. Ah oui, il y a des rumeurs AC Milan parce que John Textor a croisé un mec, un certain... voilà. John Textor a été un petit peu trop bavard lors d'une soirée casino où il a dépouillé le croupier. Donc à voir si ça va se réaliser. Mais oui, par exemple, pour remplacer Wirtz à Leverkusen, je trouverais ça génial, surtout qu'il y a la Ligue des Champions l'an prochain. Dortmund, s'ils ont envie, mais j'ai l'impression que le rendez-vous manqué, il ne se reproduira pas. Liverpool, je serais totalement pour l'idée de l'intégrer dans la rotation. Et quand je parle de l'intégrer dans la rotation, c'est faire plus que Federico Chiesa. Donc voilà, c'est vrai que le Milan, aucune Coupe d'Europe, c'est ça qui peut être un petit peu pénalisant, quoi. Donc à voir. Mais en tout cas, Cherki annonce son départ de l'OL. Et c'est vrai qu'on attendait tous un petit peu cette saison référence, cette saison de patron, parce qu'on a beaucoup entendu parler de lui. C'est vrai que c'est un joueur qui a commencé à 16 ans, qui a marqué un doublé en Coupe de France contre Nantes. Enfin, on a entendu beaucoup de choses sur lui. Et finalement, il lui a fallu cette saison-là pour vraiment montrer... toute l'étendue de son talent, équipe type Ligue 1, meilleur passeur, et je trouve qu'il peut partir la tête haute, quoi. Milan peut encore jouer la Pipion League, c'est vrai que Milan peut jouer la conférence, je suis pas sûr qu'il voulait ça au départ, mais venez vous aussi disputer ces obscures joutes européennes les jeudis, avec des équipes au nom farfelu et des logos d'animaux disparus.
Ça, vous allez voir, c'est très très bien. Du coup, on va aller petit à petit sur les différents débriefs. Alors évidemment, vous le savez, c'était un multiplex. J'ai pas pu voir tous les matchs. J'avais pas 9 écrans devant moi, mais on s'est quand même concentré sur pas mal de choses. Strasbourg en Europe, c'est mort. Non, Nolan. Strasbourg en Europe, c'est pas mort parce qu'il suffit juste que le PSG batte Reims en finale de Coupe de France et tu seras européen. Tout simplement. Il y a la Conference League à la clé si le PSG tape Reims. Donc voilà, tu peux partir floquer ton maillot Dembélé, Gvara, qui tu veux, mais samedi soir prochain, tu seras supporter du PSG pour voir cette équipe en LDC. Du coup, on va commencer, on a bien sûr évoqué en long et en large ce match, mais le match de la soirée, c'est bien sûr ce Strasbourg-Le Havre qui a tourné à l'avantage des Havrais. Quel scénario les amis. Strasbourg qui mène à 2 reprises et finalement Le Havre qui réduit l'écart, qui marque à 110e par Casimir. Le Havre qui avait marqué déjà un but avec Keshta qui s'était infiltré dans la surface pour profiter de Petrovic. Kuka qui marque, mais finalement Lavar qui a visionné les images et Keshta était rentré trop tôt sur le 6 mètres et finalement ils sont allés chercher ce maintien avec Obamidele qui fait un peu n'importe quoi sur la dernière action. Et j'ai vu ce que disait Bensky avec cette idée de voir un banc strasbourgeois un peu plus étoffé. C'est vrai que l'an prochain, c'est vrai que si Strasbourg, après, est-ce qu'ils étaient programmés pour jouer ça? Et finalement, tu t'en rends compte, et c'est aussi là où tu as des regrets, c'est que quand il n'y a pas Emega, Strasbourg ne gagne vraiment pas souvent. On s'était déjà fait ça comme remarque la dernière fois, mais pour mesurer l'impact d'un joueur, il y a toujours des choses qui rentrent en compte, la personnalité, les statistiques, et aussi finalement les matchs où il n'est pas là. Je pense qu'on va s'en rendre compte, mais Emega cette saison, quand il n'est pas là, ça fait 2 défaites Angers-Le Havre, ça fait défaite Saint-Etienne, défaite Monaco, défaite Nice. Quand Emega n'est pas là, Strasbourg, ça fait 7 matchs, 6 défaites. La stat, elle est dingue. Mais vraiment, c'est une stat juste sensationnelle. Enfin, ça veut dire à quel point, après, c'est pas Emega qui aurait taclé à derby de tout, c'est Emega qui aurait sauvé des ballons sur sa ligne. Mais c'est dans l'autre surface où ça compte, et la zone de vérité, et je pense qu'il aurait fait beaucoup de bien dans ce sens. Après, voilà, je vous le redis, moi je pense que cette équipe strasbourgeoise en Conference League, si Paris gagne la Coupe de France, elle sera à sa place. On a beaucoup évidemment de questions sur les joueurs qui vont partir, sur ceux qui vont les remplacer. On sait à peu près qui va faire sens inverse tout ça. On se dit qu'André Santos, Petrovic, voire Sarr du côté de Chelsea. On se dit que Barco aussi à Brighton. À voir s'ils vont lever sa clause, mais je pense qu'il faut qu'il le fasse parce que c'est un super joueur. Bakwa, Emega parmi les grosses valeurs. J'oublie pas aussi Doucouré, qui est un vrai bon joueur polyvalent, qui fait beaucoup de bonnes choses. Il y a énormément de très très bons prospects, talents dans cette équipe strasbourgeoise. Et l'an prochain, je me dis que dans cette Pipion League, elle pourrait nous faire bien plaisir. Mais encore faut-il y accéder. Ouais, disparition de Sekou-Mara. Le Sekou-Mara, il a été relancé là, mais tu verras son temps de jeu. Il est assez terrible, hein. Franchement, il a très très peu joué sur la deuxième partie de saison. Et au global, c'est vrai que depuis qu'il est arrivé à Strasbourg, alors il a marqué en Coupe de France, mais le passage en Ligue 1, tu vois, 25 matchs, seulement 26% des minutes jouées, un but, une passe D. Et c'est vrai que c'était bien d'avoir lui. Je pense que c'était une bonne chose d'avoir un remplaçant de comment il s'appelle d'Emega. Mais regarde, depuis janvier, 23 minutes, 4, 9, 2, 13, 1, 2, 1, 2. En gros, il a 1 heure de temps de jeu. Il a 1 heure de temps de jeu entre janvier et mai, quoi. Ce qui est hyper faible. Donc pour lui, malheureusement, ça l'a pas fait ce pari. Mais je pense que ça reste un jeune joueur encore. C'est Koumara, c'est 2002. À l'échelle du foot, ça reste jeune. Ça peut se relancer. Après, avoir peut-être une équipe un petit peu en dessous pour avoir des gars en titulaire. Par exemple, à Reims, tu vois, il aurait fait du bien cette saison. À Reims, il aurait été pas mal du tout. Je pense que Strasbourg, on peut quand même leur accorder beaucoup de crédit parce que sous Rossignol, ça a été une équipe hyper intéressante à découvrir. On a vu beaucoup de joueurs émerger. Ils ont bien représenté le label Ligue des Talents. Alors on sait derrière ce qui se cache avec la colère des supporters strasbourgeois, avec le phénomène de multipropriété.
Mais moi, ce que je l'ai toujours dit, c'est qu'il y a ça, et ça, c'est les soucis de la direction. Après, les joueurs, bah, ils sont là, et eux, ils ont toujours donné, j'ai l'impression, 100%. Ils ne se sont pas dit, Strasbourg, c'est un tremplin, et après, le reste, basta. Évidemment, Strasbourg, c'est qu'une étape, mais par contre, je pense qu'ils n'ont pas triché en se disant, bon, je suis à Strasbourg, et après, quoi qu'il arrive, je retourne à Chelsea, et voilà, la vie est belle. Non, ils doivent quand même prouver qui sont en mesure de retourner à Chelsea avec juste un statut différent et pas le mec qui revient de prêt et qui va de nouveau être prêté en Championship ou je sais pas où. Mais par exemple, André Santos, alors est-ce que pour moi, il a le niveau pour être à Chelsea dans la rotation? Je pense que derrière Enzo Fernandez, Caicedo, il peut être remplaçant sur certains matchs de PL, disputer des matchs de Coupe d'Europe, oui. Après, est-ce qu'il est titulaire à Chelsea? Non, évidemment. Mais c'est là où je me dis, t'as André Santos, si par exemple il allait à Monaco, il allait dans plein de clubs, tu vois, comme ça, il serait parfait, mais il est quand même attaché à, comment ça s'appelle, à Chelsea. Et ouais, pareil, tu as des joueurs qu'on a vus cette saison qui vont encore grandir. Hein. Je pense à Diego Moreira, je pense à Mamadou Sarr, je pense à Félix Le Maréchal, je pense aussi à Sébastien Nanassi. Donc, non. Franchement, il y a du très très bon monde. Ah, Wistil qui annonce son départ de Lens. Ça, c'est de la breaking news, les amis. On va évidemment se mettre dessus, voir un petit peu ce qui. Putain, c'est une soirée où il y a beaucoup de départs. Hein. C'est assez mouvementé. On va voir dans quel sens ça se dit, parce qu'on a eu Medina et tout. Mais évidemment, je vous tiens au courant si ça se passe. Pas si surpris. En vrai, ça pouvait, mais moi, j'aurais quand même bien voulu le voir rester une saison de plus dans cette équipe, quoi. Honnêtement, je dis pas que voilà, il aurait voulu. Il retourne en Angleterre pour des raisons personnelles. Bon, on sait que il y a eu une maladie pour sa compagne, donc voilà, évidemment, on comprend. Ce qui a pu se dérouler dans sa tête, et je trouve que c'est bien voilà, que ça se passe ainsi, et je pense que connaissant les dirigeants du RC Lens, Joseph Gourlian et tout, il a dû lui dire voilà, je préfère rentrer là-bas, et voilà, bah, c'est force à lui, force à son couple, à sa femme, et on espère que voilà, il y aura des nouvelles un peu plus rassurantes à l'avenir. Pierre Sage à Lens, bah, je sais pas, c'est tôt hein, de là se plonger sur un entraîneur remplaçant, mais oui, c'est vrai que si tu me dis un entraîneur comme ça pour remplacer, c'est vrai que Pierre Sage, il coche beaucoup de cases, mais on verra un petit peu. Parce qu'en plus, Will Steele avait aussi ramené ses frères, enfin, il a ramené tout un staff. Et ouais, quand je vous dis, j'aurais vraiment bien voulu voir une deuxième année de l'ère Will Steele, parce qu'ils se sont trompés aussi sur certains choix du mercato, notamment les attaquants, tout ça. Mais ouais, c'est la vie qui en dessine ainsi, donc évidemment, on lui souhaite beaucoup de courage dans les jours, les semaines et les mois à venir. J'aurais bien vu Eric Roy. Eric Roy, bah, c'est vrai qu'il a prolongé à Brest, mais je vois ce que tu veux dire. Je le sens mal pour Lens. Bah, après Lens, on a toujours été tous un petit peu inquiets, mais ils ont quand même vendu beaucoup de monde. Ils ont préparé financièrement ce qui peut arriver sur les droits télé. Je pense que eux, ils se sont dit, on va vers ça. Et après, l'équipe actuelle est peut-être trop limitée pour aller jouer avec des champions, mais pour aller, pourquoi pas, titiller l'Europa et la conférence, moi je te dis quand même, si tu te trompes pas sur l'attaquant, et après c'est vrai qu'en défense tu vas perdre Medina aussi, c'est chaud à voir. À noter que Lens a fait plus de points cette saison que l'année dernière. Et, ouais, et ça suffit pour être européen l'an passé, donc ça c'est une belle petite stat. Alors Davide Ancelotti, c'est une belle proposition, mais je crois que Davide Ancelotti a signé aux Rangers, aux Glasgow Rangers, pour devenir enfin entraîneur numéro 1. Donc on ne le verra pas à Bollard chanter les corons. Ouais, c'est vrai qu'à Lens, j'ai dit que ouais, il y avait de l'inquiétude. C'est vrai qu'il y a la réserve et U19 qui descendent. Sportivement, l'année n'aura pas été simple vraiment pour le Racing. Ça c'est clair. Du coup, petite parenthèse lensoise, mais évidemment, il faut qu'on revienne sur ce match fou avec la victoire du Havre à dernière minute. Le geste incroyable d'Abdoulaye Touré pour sauver son équipe, cette Panenka, 98e minute. En plus, je sais pas si vous avez vu le match, enfin, je pense que vous avez vu le multiplex, vous avez vu ce qui s'est passé. Le penalty a été sifflé, Jérôme Brizard est parti voir les images de Havre. Entre temps, il y a eu des embrouilles entre Gauthier Loris et Doucouré. Du coup,
c'est le pire pour Abdoulaye Touré, c'est que le penalty, il le tire pas directement. Il y a bien 3-4 minutes où ça tergiverse, où il y a de la tension, où c'est palpable, où il se fait peut-être une dizaine, une vingtaine de fois ce tir dans sa tête, et finalement il a pas tremblé, il a assumé, il a envoyé cette panenka, et c'est un geste fabuleux, et je vous le dis, moi on s'en souviendra quand même que le mec a maintenu son équipe, et tout à l'heure quelqu'un disait c'est quoi le plus beau entre Le Havre 2025 et Toulouse 2016. Toulouse 2016, il y a un peu de mysticisme autour de ça. Parce que t'as la déclaration de Duprat, enfin t'as le discours de Duprat qui est, faut le dire, incroyable. T'as le coup franc de Bodiger avec Duprat qui dit, je sais pas pourquoi, Bodiger je le sens bien. T'as un scénario qui est un peu similaire à celui-ci où Angers mène et finalement Toulouse leur repasse devant. T'as Strasbourg pareil qui mène puis finalement ça se repasse dedans. T'as voilà, Bressouet qui réduit l'écart, je crois que t'as Ben Yedder aussi qui marque. Et Bodiger le coup franc où t'as Duprat en plus qui dit Bodiger, je sais pas pourquoi je suis en pied gauche. Enfin, c'est bon, la divination, tu veux faire quoi contre ça? Et je trouve que le maintien de Toulouse, enfin, avec la narration exactement, même, ouais, Ronny Rodelin contre le PSG, le camp qui va chercher son maintien au parc, ça c'est fort. Mais très clairement, moi je mets le Toulouse 2016 haut. Mais par contre, Le Havre, avec tout ce qui s'est passé, en sachant que à la fin de la première partie de saison, ils étaient quasiment avec le même nombre de points que Montpellier, et finalement, ils ont terminé parmi les meilleures attaques de la phase retour. Et les gars, quand même, Le Havre, il allait gagner à Strasbourg, à Lille, à Lens et accrocher à la maison Monaco. Waouh, enfin juste respect quoi. Pour une équipe qui joue le maintien, alors tu sais, de temps en temps, tu peux obtenir 2-3 résultats qui sont chouettes, mais obtenir ces résultats-là à ce moment précis, fatidique à l'extérieur, bah juste respect au Havre. On a déjà beaucoup parlé ici de la situation économique du club qui s'est fait tuer par CVC, qui est pas évidente du tout, avec également les droits télé. Mais cette équipe havraise, bah voilà, Bonne Mère s'est accroché au choix d'Igard. Il a finalement eu raison, parce que voilà, Didier Digard a maintenu cette équipe, et ça, bah, moi je n'y pensais pas lors du mois de janvier. Et c'est vrai que le mercato a été intéressant avec Kuka, avec Mwanga qui n'était pas là ce soir en raison de l'accord de prêt avec Strasbourg, même les éléments d'expérience comme Balo Touré, comme Diawara, le petit jeune qui a fait des entrées intéressantes. Voilà, même avec peu de moyens, tu vois, ils ont essayé vraiment d'aller fouiller au fin fond de Transfermarkt, des copains, des dirigeants, de dire est-ce que t'as pas un joueur à me prêter et tout. Enfin, vraiment, ils ont fait de la débrouillardise et ils sont allés chercher ce maintien. Donc, juste bravo à eux. Ça rejoint ce que je disais sur Angers la semaine dernière, c'est les équipes qui finalement en Ligue 1 on se dit des fois qu'est-ce qu'elles font là, parce que au niveau du matériel, au niveau du jeu, il n'y a pas grand chose sur certains matchs. Par contre des fois quand la pièce elle tourne du bon côté, je te rends compte qu'au niveau état d'esprit, niveau croyance en soi, niveau émotion, ils savent te transmettre quelque chose, et Le Havre l'a fait ce soir. On sentait que cette équipe elle était capable, mais tu disais le calendrier était hyper chargé. Monaco, Marseille, ça, fallait vraiment y croire pour aller chercher ce maintien. Et ouais, bravo. Alors maintenant, à voir qu'est-ce qui va se passer la saison prochaine. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a ce maintien, il peut forger un groupe véritablement. Tu sais que tu vas devoir quand même recruter parce que tu as pris plus de 70 buts, que certains joueurs, tu vas pas pouvoir les garder. Mais voilà, à voir ce que Mathieu Bodmer, qui a déjà fait beaucoup de miracles, va pouvoir un petit peu dénicher comme joueur. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui s'est passé là, en cette soirée du 17 mai pour Le Havre, le lendemain, tu peux que profiter. Là, déjà, kiffe ton maintien, pars en vacances, esprit léger, parce qu'il y en a d'autres qui ont des soirées bien galères qui les attendent. Et du coup, on va aller sur justement les équipes qui ont des scénarios difficiles à digérer. L'équipe qui nous intéresse, c'est Reims. Reims qui malheureusement jouera un barrage contre le FC Metz. Oui, j'ai vu pour Will Steele, les amis. J'ai vu Will Steele. D'ailleurs, on va faire petit sondage. Hop, qui se sauve entre Metz et Reims? Moi, je mets quand même un avantage à Reims parce que quelqu'un m'a dit, est-ce que tu as vu le barrage contre Dunkerque? J'ai vu le barrage contre Dunkerque, et le Metz a eu plus, combat de boxe, voilà, mérité, je pense plus, mais après il y a eu des scénarios avec le carton rouge, tout ça, et Dunkerque a bien joué, a vraiment bien joué en contre. Voilà, le message de Valentin, c'est exactement ça. Si Metz joue comme aujourd'hui, je mets sur des équipes qui perdent. Metz,
faut pas s'attendre à un truc incroyable. C'est une équipe qui a terminé un petit peu difficilement, je trouve, la Ligue 2, qui a vu le Paris FC et Lorient passer devant. Donc, je mets moi une pièce sur Reims, mais avec ce qui s'est passé ce soir, et la finale, et tout ça, on peut prévoir des choses dans le football, mais ça, c'est le genre de scénario, j'ai pas non plus envie de dire c'est 100% joué pour Reims. Et attention, parce que Metz, encore une fois, sera dans la position du chasseur. Qui a le plus à perdre? De toute façon, dans ce genre de configuration, c'est l'équipe qui vient de Ligue 1. Ligue 2, c'est chouette. Metz, après, à chaque fois, ils ont l'effectif taillé. S'ils vont en Ligue 1, tant mieux. S'ils redescendent en Ligue 2, ils ont les moyens de repartir à chaque fois et d'être compétitifs. Par contre, Reims, c'est une pression maximale parce que le projet, déjà que financièrement, on savait que malgré les ventes d'Agbadou et de Mouletsi, c'était délicat. Là, si tu vas en Ligue 2, faut s'accrocher. Donc, vraiment, avoir... qui se sauve? J'aurais dû mettre qui va en Ligue 1, mais évidemment, pour vous, c'est plutôt Metz. Donc ouais, c'est pour ça que moi, sur l'effectif, j'ai plutôt envie de dire Reims, parce qu'évidemment, je pense qu'individuellement, ils ont plus de talent. Mais attention à ce genre de choses, parce que là, ce qui s'est passé ce soir, les joueurs, l'état de l'équipe, ça peut être très particulier. Et même, en vrai, je pense juste aux supporters. Ça va être trop bizarre, parce que Reims, ça fait très longtemps qu'ils sont pas allés en finale de Coupe de France. Aller au Stade de France pour une finale de CDF, c'est vraiment un super kiff. Moi, je vous le souhaite. Moi, j'ai vécu avec Bordeaux. Je pense que dans le chat, j'ai des Nantais, j'ai des Toulousains, j'ai des Rennais, j'ai des Lillois, des Parisiens, tout ça. Enfin, la Coupe de France, c'est trop bien. Enfin, moi, c'est une de mes compétitions préférées. Et aller en finale au CDF et gagner, c'est super lourd. Après, PSG Reims, bon, tu sais que voilà, tu pars avec un gros désavantage. Mais pour Reims, aller en finale de CDF, quand même, c'est sympa. Sauf que là, avec ce contexte-là, je sais pas trop dans quel état tu vas pour jouer ta finale. Qui c'est que t'envoies? Parce que beaucoup m'ont dit, est-ce que tu mets l'équipe bis, l'équipe A? C'est une finale de Coupe de France, t'imagines? Devoir mettre une équipe bis sur une finale, c'est quand même chaud. Mais la situation fait que... À voir, en fait, je pense que l'équipe qui l'agnera contre Metz à Saint-Symphorien, ce sera l'équipe la plus compétitive possible, la meilleure. Et selon le résultat... peut-être que ça peut faire tourner. S'il y a un bon résultat, par exemple Reims s'impose 2-0 à Metz, tu dis, allez, l'équipe contre le PSG, je mets 8 titulaires et peut-être 3 remplaçants. Par contre, si je perds contre Metz ou je fais match nul, là, ce sera peut-être plus du 5-5, voire du 4-7, quoi. Donc c'est là où c'est compliqué. Ils devraient mettre la finale avant la fin du championnat. C'est le genre de cas de figure qui s'est jamais produit, je crois encore, d'avoir un barragiste en finale de CDF. Ah, le dilemme de Loulou, il est pas mal. Tes supporters et moi, tu préfères gagner la CDF et descendre ou l'inverse? Moi, sincèrement, je préfère gagner la CDF et descendre que perdre et rester. Pourquoi? Parce que c'est un titre. Parce que tu disputeras une Coupe d'Europe, même si tu iras jouer. Et là, pour le coup, c'est pas la Pipion League. Là, c'est la conférence où tu vas peut-être te taper du Aston Villa, je sais pas, qu'est-ce que tu pourrais jouer? Tu pourrais jouer de l'AS Roma, enfin, tu pourrais jouer du très très lourd. Et honnêtement, enfin, en Europa League, encore plus en Ligue 2, tu te ferais casser la figure. Mais c'est un titre. Et Reims, tu te dis que s'ils vont en Ligue 2, normalement, ils ont l'effectif pour peut-être rebondir là-dessus. Mais je peux comprendre que le dilemme, tu gagnes plus d'argent en Coupe d'Europe qu'en Ligue 1. Tu gagnes un peu d'argent en Europa League, mais si tu te fais sortir dès la phase de groupe, attention, ça peut être délicat. C'est vrai que tu peux te retrouver avec des cas de figure assez improbables où... non, mais c'était arrivé à Nantes. Je crois que j'avais fait un tweet comme ça, genre Nantes qui va jouer... le jeudi soir à San Siro avant d'aller au Stade des Alpes à Grenoble, quoi. Vraiment, l'enchaînement, t'imaginais jamais ça dans ta vie, mais c'est peut-être le cas. Mais en tout cas, moi, je préférais gagner ce titre et aller quand même en Ligue 2, parce qu'une CDF, ça s'oublie pas et ça fait une ligne dans le palmarès. Donc ça, c'est vraiment... très très bien. Non, Guingamp avait joué l'Europe en Ligue 2 aussi, me semble. Je crois qu'il y a Wigan qui l'a joué en PL. Guingamp l'a fait. Après, il y a des équipes qui sont allées en Ligue 2 comme Lorient. Lorient, qui avait fait finale de Coupe de la Ligue, finale Coupe de France 2002, était quand même descendu et qui avait joué la saison suivante. Après, Guignon aussi, ils étaient en Ligue 2. Enfin, ça arrive de temps en temps. Qui se sauve selon vous entre Reims et Metz? Bon, qui du coup reste ou va en Ligue 1? C'est Reims à 52%, donc c'est assez... serré. En vrai, on n'est pas en train de trouver le prochain thème de vidéo, les potes.
ces équipes en Ligue 2 qui sont allées en Coupe d'Europe. C'est pas mal. En vrai, il y a des histoires à raconter. Parce que tu as des équipes de deuxième division qui vont en Coupe d'Europe. En vrai, franchement, vous savez quoi? Donnez-moi un cahier, un stylo, une caméra, 2 jours de montage et je vous plie ce classique. Promis. Là maintenant vous m'avez donné une très très belle idée de vidéo. Je pense qu'un jour on va le faire parce que ça peut être vraiment chouette de raconter ça. Mais par contre ce qui est pas chouette du tout c'est la situation de Reims. Parce qu'on le répète, Reims va jouer barrage aller de Coupe de France du coup. Enfin barrage aller de Coupe de France n'importe quoi. Mercredi 21 mai à 20h. Barrage aller à Saint-Symphorien, samedi 24 mai 21h la finale Coupe de France et jeudi 29 mai à 20h30 le barrage retour. Donc la Ligue avait prévu ce cas de figure au cas où Reims serait barragiste, bah on peut bouger ça. Donc c'est ce qui va être le cas pour cette équipe-là. Et ouais, c'est vraiment particulier. Moi, comme je vous l'ai dit, Reims, c'est une équipe qui, je trouve, a bien travaillé ces dernières saisons en Ligue 1, qui a accroché une Coupe d'Europe lors de la saison Covid, qui n'a pas su aller en phase de groupe d'Europa malheureusement, qui a fait du bon recrutement, qui est allé chercher des joueurs en Belgique, dans certains pays même, on n'avait pas trop l'habitude, la filière japonaise également. Mais t'as tout ce qui s'est passé comme, j'ai pas envie de dire dérive, mais je vous ai dit, le personnage de Jean-Pierre Caillot a cherché la petite bête sur Thiago Almada. Alors oui, évidemment, il y a des choses à redire sur la multipropriété de l'OL, sur le groupe Eagle, sur Textor, tout ça. Mais quand tu vois la situation de Reims en 2025, est-ce que, je me répète, il y avait obligation, il y avait priorité à faire des PTF, des tutos pour les copains, les dirigeants copains, à dire, bah tiens, eux, on va les embêter. Concentre-toi sur ton club, Jean-Pierre. Reims, je le dis, c'est une équipe qui m'a fait plaisir. Je trouvais que c'était un bon modèle. Ils sont allés chercher des joueurs. Enfin, l'an dernier, Teddy Thomas, Ito, quand il est débarqué, son duo avec Balogun, c'était trop fort. Cette saison, j'ai bien aimé la progression de Nakamura et Diouf. Mais ça suffit pas, des 2-3 induités comme ça. Il faut aller plus loin. Et collectivement, Reims, souvent, ils ont fait des matchs des purges. Faut le dire aussi. Enfin, au bout d'un moment, on peut pas tourner autour du pot. Ça a été une équipe très laborieuse cette saison et elle est à sa place. Même si Nantes aurait pu mériter, parce que Nantes, ça a été tout aussi éprouvant certains matchs, même si Le Havre avait fait une première partie de saison apocalyptique, je trouve que Reims 16e, c'est justifié. Enfin, ils ont pas bien bossé, ils se sont pris les pieds dans le tapis, ils sont trompés de combat, ils auraient dû se concentrer sur le sportif et pas l'extra sportif, et aujourd'hui ils risquent très très gros. Et voilà, c'est vrai que Reims, ce serait un surprenant relégué. Ça, c'est clair qu'on ne s'y attendait pas. Dans l'autre sens, pour le LOSC qui a donc battu cette équipe de Reims, bah, c'est une 5e place. Alors évidemment, cette équipe voulait rejouer la Ligue des Champions, c'était l'objectif. On a bien senti que la deuxième partie de saison, côté Illois, elle avait été un petit peu difficile, galère, que l'enchaînement des matchs avait commencé à peser. Et surtout, je pense que le coup de massue, c'est évidemment l'élimination contre Dortmund, parce que le match aller était bien géré. Le retour, on sait qu'ils ont pris des vagues, qu'ils n'ont pas su avoir ce statut de favori contre un Borussia Dortmund, même si c'était un Dortmund à l'époque malade. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la remontée de Dortmund, mais eux, incroyable. Ils sont passés de la 11e place de Bundesliga à 4e LDC. En l'espace d'un mois et demi, ils ont remonté 10 points. Franchement, chapeau à eux, parce qu'ils reviennent de vraiment, vraiment loin le BVB. Mais ce LOSC-là, c'est une équipe qui aura montré quand même de belles choses, je trouve, cette saison. À voir côté Mercato, on sait qu'il y aura beaucoup de départs, avec bien sûr en tête d'affiche David, fin de contrat, à voir la destination. Cabella, quelqu'un se demandait où est-ce que va Cabella. Normalement, Cabella va signer libre à l'Olympiakos. Je trouve que c'est bien, en vrai ça lui correspond bien à 35 ans, petit challenge en Grèce, il va profiter de la vie là-bas, c'est super chouette. Akpom retourne à l'Ajax. Ouais, Cabella, au passage, je suis d'accord avec Ethan Hunt. Le but, l'enchaînement, c'est FIFA Street 2005. Il manque plus que Coolchen aux commentaires et c'est le genre de but. Tu mettais, vous savez, gâchette, t'appuies un petit peu sur tous les boutons possibles et ça te sortait des fois des buts un peu lunaires. C'est ce qui s'est passé pour Cabella et l'inspiration, elle est assez dingue. À voir aussi le cas de Zegrova, on l'a dit. Quelqu'un dans le chat a dit que quoi qu'il arrive, c'était une fin d'aventure. Donc bon, avec cette blessure, je me demande quand même si ce serait pas. Moi, je pense que si j'étais Zegrova, je resterais une saison de plus au LOSC pour me retaper physiquement, enchaîner de nouveau des matchs et partir
par une meilleure porte que celle-ci où on t'a pas vu depuis 4-5 mois. Donc ça doit être le cas pour notre ami. C'est vrai qu'il y a beaucoup de retours aussi, comme Ragoubert. Ragoubert, pareil, j'ai parlé de Metz-Dunkerque. Ragoubert qui est sorti au bout d'une demi-heure de jeu et t'as senti que c'était vraiment un tournant pour l'équipe et pour lui. Donc vraiment une vraie déception. Mais lui, il va revenir au LOSC. Après, au milieu de terrain du LOSC, il y a beaucoup de monde. Il y a Bouhaddi, il y a André, bon, il y a Angel Gomez, j'ai parlé des départs, lui aussi qui va s'en aller. T'as André Gomez, t'as Muko, t'as Mbappé, t'as Bentaleb, t'as beaucoup de monde. Mais moi, je suis laitant, j'ai envie de faire de la place à Ragoubert parce que j'ai beaucoup aimé sa saison à Dunkerque et j'ai envie de faire ça. Burlé avec Le Mans, j'ai vu qu'il avait fait de bonnes choses. Après, Burlé, comme il fait National Ligue 1, peut-être c'est un peu trop tôt. Par contre, le prêter en Ligue 1, je pense que ça peut le faire. Lille, vu l'effectif, je trouve quand même que leur saison est surcotée. Je parlerai pas de surcoté, je dirais plutôt sentiment amer, parce qu'ils n'ont pas été loin de faire une vraie bonne saison en faisant un parcours en LDC où ils ont dépassé les attentes en finissant top 8. Grosse déception par rapport au 8ème. Coupe de France, ils s'arrêtent contre Dunkerque, alors que voilà, ils menaient au score, ils menaient la séance de tir au but. Et en Ligue 1, ils ont un petit peu de choc, notamment ce match à Brest, mais ils ont dû digérer beaucoup de choses, un changement de dimension, les émotions européennes aussi. Je pense que, tu vois, c'était pas évident certains matchs de repasser au championnat. Après, je le redis encore une fois, la première partie de saison était vraiment bien. Je trouve, en parallèle de ce qu'ils faisaient en LDC. Un petit peu peut-être de fatigue, d'usure pour certains éléments. Il y avait aussi eu cette fameuse série d'invincibilité où vous n'avez pas perdu pendant 21 matchs. Et ça aussi, quand ils ont perdu le match à Strasbourg, que la série s'est arrêtée, je pense que dans un autre sens, ça a débloqué pas mal de choses. Ouais, bon, le terme surcoté est dur. Moi, je parle de sentiments un petit peu amers, ambivalents, parce que je trouve que ce LOSC-là nous a montré de belles choses. Et c'est vrai que il y a des joueurs qui vont encore progresser. J'ai parlé de ça pour Strasbourg, mais la deuxième saison de Mathias Fernandez-Pardo, j'ai vraiment envie d'être là. Je pense que ce joueur peut devenir un ailier top du championnat. Il est déjà dans les vrais bons prospects à ce poste, mais là, je pense qu'il peut vraiment franchir un cap. Haraldsson, il va faire une 3e saison, lui aussi, si il n'y a plus trop ces petits soucis de blessure. Je me dis qu'il serait là. Après avoir dossier, qui c'est que tu prends pour remplacer David? Le gardien, est-ce que Chevalier continue? En défense, est-ce que tu as un de tes deux tauliers qui bouge? Au milieu de terrain, qui c'est que tu vas épurer en plus d'Angel Gomez? Thiago Santos qui va revenir des croisés? Non, en vrai, moi, le LOSC, je suis plutôt confiant pour leur avenir. L'étang a bien travaillé, il a assaini les finances. Il y a eu des bonnes pistes. On sait qu'ils prospectent encore en Suisse, en Belgique. On sait que c'est devenu leur terrain de jeu parce que voilà, un très bon ailier du championnat suisse, ça vaut 3-4 millions d'euros de moins qu'un super ailier de Ligue 1. Donc c'est aussi ça la réalité du LOSC, c'est que même financièrement, si avec la LDC, tout ça, ça a été bien géré, même les ventes, c'est un club qui vend très bien. Même si David, c'est dommage de ne pas avoir gratté une année de contrat, mais Yoro, il restait plus qu'un an de contrat, ils l'ont vendu 60 millions d'euros. Donc c'était top. Ablin pour remplacer David. Alors, c'est intéressant le cas du numéro 9 parce que tu as Ablin, Stassin, tu peux aussi dire comme il va aller en Ligue 2. C'est deux profils un peu différents parce que Ablin, il a évolué beaucoup dans une équipe qui jouait en contre, et ça, c'est important. Et Stassin, c'était un joueur qui était capable d'évoluer, je trouve, en contre, mais aussi sur certaines situations de jeu, de possession. Donc si vraiment je devais miser sur un joueur, Strasbourg, j'irais plutôt sur Ablin, et Lille, j'irais plutôt sur Stassin. Dans la logique de progression de... Voilà, Strasbourg, dans une équipe où les transitions, ça explose à toute berzingue, ça va à toute vitesse, moi je pense que ce serait le meilleur mariage. Mais je ne suis pas directeur sportif, je suis simple observateur de la Ligue des Talents, donc je ne peux que supposer ça. Et c'est vrai que, comme le dit Valentin, il y a un gars qui allait chercher, c'est Shaqiri, meilleur buteur, meilleur passeur du championnat suisse. Lui, la renaissance, elle était assez fabuleuse. Ça, c'est très clair. T'as laissé Stassin par FC. T'imagines, on aurait imaginé ce Stassin qui fait ça? Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Le Paris FC, c'est ça aussi, on a beaucoup parlé de mercato et tout. Ça va être aussi une grosse attraction, c'est quels joueurs vont sortir et tout, ça va être très très fort. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner pour le PFC. Allez, on a encore quelques matchs à voir. Justement, on a parlé Stassin, désolé amis stéphanois, mais malheureusement l'AS Saint-Etienne redescend en Ligue 2, 17ème, 30 points,
à 3 points du barragiste et surtout, même s'ils gagnaient, la différence de but, c'est là où ça s'est joué aussi. 77 buts concédés, moins 38 au goal average, 39 buts marqués, ok, 8 victoires, 20 défaites. Ça a été jusqu'au bout, vraiment pour les Verts. Une saison, je me répète, mais frustrante, très très frustrante. Vraiment, pour cette équipe, il n'y a pas grand-chose qui aurait pu tourner en leur faveur. Mais encore une fois, je pense que ces recrutements en défense, ça leur a fait défaut. Et on a vu que même si tu as un projet de jeu intéressant, même si tu as un coach jeune et ambitieux qui arrive avec une autre vision, tu as un secteur offensif, je le redis, il y a beaucoup d'équipes de Ligue 1 qui aimeraient avoir David Tachvili, Tassin, Cardona. Mais ça, c'est l'attaque du 17ème qui descend en Ligue 2. Bah ouais, le mercato d'hiver, ils ont abusé. Je n'ai pas compris pourquoi ils n'ont pas recruté. Alors, ils ont pris Bernauer, qui a fait des bonnes choses, mais c'était peut-être parfois un petit peu trop léger. Pour moi, c'était sur les latéraux. Fallait aller chercher des latéraux. C'est clair et net, quoi. Alors après, oui, on sait que c'est un poste qui est hyper difficile à jauger, d'aller trouver des mecs. Mais ouais, les Saintés, ils ont quand même un petit peu d'argent. Ils ont été plus sur la retenue. Et malheureusement, avoir été des pinces, bah, tu le regrettes parce que même s'ils vont aller en Ligue 2 et Cordolan devrait rester et que tu as, on va dire, l'ambition de revenir très très vite en Ligue 1 et de faire confiance à ce coach, à ce projet, moi je dis, Sainté aurait dû rester en Ligue 1. Enfin, vraiment, ils ont loupé. Ils ont loupé une opportunité en or parce que cette saison c'était assez faiblos et c'est là aussi où je veux en venir pour après pour peut-être Nantes, mais bon on verra Reims-Metz, mais c'est vrai que tu remplaces Saint-Étienne-Montpellier par Paris FC Lorient. Paris FC Lorient sera pas des promus comme les autres. Alors Lorient évidemment ils ont fait un petit peu l'ascenseur, mais c'est quand même un très bel effectif. En Ligue 2, ils ont gardé beaucoup de monde de Ligue 1 et des joueurs qui auraient leur place un petit peu partout. Mvogo, bon, Elie Junior Croupi qui part du côté de Bournemouth, voilà, l'arrangement entre copains, Bournemouth-Lorient, vous connaissez. T'as Talbi, t'as Bergel qui est un super joueur de ballon, t'as Ponceau que j'avais bien aimé en Ligue 1, t'as Mohamed Bamba qui a marqué quelques petits buts. Non, franchement, ils ont beaucoup de bons éléments. Ils vont revenir en Ligue 1 la saison prochaine et en plus, je pense qu'ils vont aller chercher des joueurs intéressants. Donc Lorient, attention, et Paris FC évidemment. Donc là, c'est vrai que si Saint-Étienne se maintenait, ça aurait peut-être été chaud l'an prochain, mais pour d'autres, hein, attention, Le Havre en Nantes, il y a évidemment une soirée à célébrer. Le maintien est acquis, tant mieux. Il y en a qui sont passés par des émotions incroyables. Les Havrais, pour moi, ils doivent beaucoup célébrer parce que c'est l'une des plus belles soirées, si ce n'est la plus belle soirée de l'histoire du club. Mais l'an prochain, je pense que ça va être vraiment tendu à Ligue 1. Honnêtement, on aura des promus assez chauds et il faudra voir évidemment Reims-Metz. Mais si Reims se sauve, pareil, hein, dans quel état ils seront. Donc, à voir ce que ça donne, quoi. Tu ferais quoi comme mercato si t'étais le Paris FC? C'est toujours difficile parce que je sais pas quel est le budget exact, mais moi si j'étais le Paris FC, je prendrais un, deux joueurs de Ligue 1 par ligne, mais vraiment un bon élément d'expérience. Tu vois, j'essaierais d'aller chercher un Abdelli, j'essaierais d'aller chercher qui sait que je pourrais te prendre parmi tout ce beau monde. Bah, j'ai vu que Gaëtan Perrin, ils ont tenté le coup. Bah, Gaëtan Perrin, oui, évidemment, j'ai envie d'y aller. Je tenterai un Thomasson, tu vois, je tenterai des mecs comme ça, et après, j'irai chercher 3-4 mecs, 2-3 pépites à l'étranger, mais vraiment, je pense qu'ils peuvent y aller, être hyper optimiste, quoi. Donc, à voir, mais c'est, ouais, on se disait que, bon, tu combines la stratégie sportive de Red Bull avec la surface financière de LVMH, ouais, bah c'est sûr que tu peux bien voyager, quoi. Pierre et quoi, ouais, bah c'est vrai que tu peux aller faire ton marché chez Saint-Etienne, hein. Même à Montpellier, je vais prendre Omer Agic, hein. Omer Agic, pour moi, c'est vraiment le joueur à sauver à Montpellier. Donc j'irai prendre lui, ouais. Mais du coup, on n'est pas là pour, enfin, on n'est pas encore là pour parler du Paris FC, mais ouais, c'est, en plus, tu vois, d'entrée, ils prennent 2 buts, King, Kamandi, ça les tue, Tardieu qui marque, la mi-temps, Toulouse qui remarque un but, il remarque derrière, ah oui, Batum Tika, évidemment. Je sais pas si vous avez vu l'image de cette soirée, mais c'est absolument fabuleux ce que nous a fait le copain Batum Tika, quoi. J'espère qu'il y a l'image. Hop. Mince, hop, j'arrive pas à taper son nom.
Matou Bimsika. Ah voilà, ça c'est ce que j'aime. Ça c'est ce que j'aime les gars. Hop. Ton équipe perd. T'es 17ème. T'es relégué. Tu marques le but de l'espoir, ok. Mais le chute. À qui? À quoi? Pourquoi? Comment? Quelle folie. Enfin non, 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 non. Tu ne fais pas chute alors que ton équipe a encaissé 77 buts, qu'il y a eu 15 erreurs individuelles, que toi t'as pris un bouillon pas possible dans des matchs contre le PSG et tout. Je vous l'ai dit, l'image de cette soirée de Ligue 1, c'est la penalty d'Abdoulaye Touré. Par contre, moi, mon image que je ressortirais, ça c'est ça, parce que ça c'est pas possible. C'est pas possible de faire chute à ce moment-là. Donc non, vraiment, c'est lunaire, mais voilà, c'est des fois les joueurs, bah, on sait qu'ils en prennent cher. Après, c'est vrai que lui, c'est vrai qu'il s'était fait attraper par j'allais dire un supporter, non, un abruti, un idiot à la sortie d'un stade. Donc évidemment, je pense qu'il en a gros sur la patate, mais je pense qu'il aurait dû séparer ça, parce que ça on va lui reprocher, et bah je pense que c'est pas un mauvais garçon, hein, mais très clairement il n'y a pas à faire ce genre de geste dans ce type de contexte de soirée, quoi. Non, non, il faut l'éviter. Donc tout Saint-Etienne, bah écoutez, retour à la case départ. C'est dommage parce que il y avait des choses à construire et ils étaient pas loin de la vérité, mais cette défense, bah malheureusement, ça les a pénalisés, et ça, on s'était dit que c'était trop juste pour rester, et pourtant tu as eu cette victoire dans le derby qui t'a donné, bon, le derby on sait le contexte avec Tolisso tout ça, mais tu as quand même gagné ce derby et ça t'a donné un petit élan et tu as pu en profiter. Et quelqu'un disait ouais, les Lyonnais ils célèbrent aussi la redescente des Verts. Alors je pense que oui, mais je pense que pour les Lyonnais, il y a quand même cette envie de toujours disputer le derby. Je pense que même si c'est taquin, chambreur, que voilà, tu vas aller parler à ton Stéphanois, à lui dire bah, tiens, on va repartir en Ligue 2, peut-être qu'on vous rejoindra et tout, mais moi aussi, pour avoir commenté le derby, c'est un match à part et on a besoin de ça. On a besoin de ça, donc c'est aussi le petit regret, c'est de ne plus avoir peut-être un Lyon Sainté, mais attention à certains comptes, à certains huissiers qui pourront en décider autrement. Et peut-être qu'on retrouvera le derby le lundi soir sur beIN Sport. Qui sait, le football peut nous réserver bien des surprises, vous le savez. Du coup, les amis, autre match à voir un petit peu. Qu'est-ce qui nous reste? Bah justement, j'ai parlé de l'OL avec ce match contre Angers. Donc évidemment, Angers déjà maintenu les vacances. L'OL avait peut-être un gros coup à jouer si jamais Nice, Lille et Strasbourg perdaient pour aller en LDC. Bon, on savait que ce serait vraiment si toutes les planètes étaient alignées, que c'était un miracle pas possible, mais tu récupères quand même cette 6ème place, donc tu serais plus Europa que conférence, et j'ai vu parler de Lyonnais qui disaient que c'était une compétition qui leur correspondait. C'est vrai que c'était un match qui avait l'air un peu tristoun en première période, avec notamment pas mal d'errances techniques, et la deuxième, avec bah voilà, l'apothéose, comme je l'ai dit, hein, Lacazette, bah voilà, très très belle conclusion à une immense carrière de Ligue 1. Pour moi, je le dis, c'est même s'il n'a pas gagné le championnat, c'est une légende de l'OL, c'est une légende de Ligue 1. Quand tu as marqué autant de buts et surtout que tu as fait les saisons à 25-30 buts avec le PSG version QSI, tu es quand même très très haut, je pense, de la hiérarchie des attaquants de la dernière décennie. Donc voilà, on peut le mettre, je pense qu'on peut quand même le mettre en avant, et puis même au-delà de ce côté buteur d'un mec qui a toujours bien staté, c'est aussi la participation collective, c'est aussi un mec qui était très très fort dans de haut but, qui a fait beaucoup de très bonnes remises, une personnalité, des célébrations. Je suis content qu'il ait fait la célébration sur le penalty comme le général face à la Roma en petit clin d'œil, mais c'est vrai que c'est un joueur qui avait atteint un niveau très très fort, je trouve, individuellement au tournant 2014, 2015, 2016, 2017. Les 2 dernières saisons avant celle-ci, je trouvais que c'était un petit peu je dis pas la saison de trop, mais voilà, s'il était parti l'été dernier, ouais, t'aurais peut-être pu tourner la page aussi, mais avec son retour, il a fait 2 saisons assez mémorables, et finalement je trouve que c'est très très belle apothéose, l'épilogue parfait, le tifo déjà, l'acclamation, même si on sait que l'OL, il y a beaucoup de galères, qu'il y a une incertitude sur l'avenir, au moins je trouve que c'est un peu sacré cette espèce d'état d'esprit avec les jeunes, les gars formés au club et cette transmission, et je trouve que vraiment on peut le mettre assez haut à Lacazette, et c'est bien qu'il termine encore une fois avec un doublé, qui marque 200 buts et 201 buts
avec cette équipe. Voilà, c'est dans le top 3 des meilleurs buteurs de l'histoire de l'OL. Alors évidemment, il y a des joueurs qui sont restés moins longtemps que lui, comme Benzema, comme Anderson, mais ça reste quand même une empreinte historique XXL. Et j'avoue, moi, même de temps en temps, je le taquinais par rapport à... Voilà, je sais que beaucoup de Lyonnais le mettaient devant Giroud et tout. Et voilà, je sais que des fois, ça s'est emporté plus que de raison. Mais je pense que quand tu fais le bilan de tout ce qui s'est passé, c'est quand même une vraie belle carrière. Petit peu de déception par rapport peut-être à Arsenal. On sait aussi son histoire avec l'équipe de France, mais je pense que l'équipe de France, c'est pas tellement dû à son fait. C'est plus Didier Deschamps qu'il a eu dans le pif. Il s'est passé quelque chose parce que le dernier match de Lacazette en équipe de France, vous savez c'est quoi? C'est contre l'Allemagne, il marque un doublé. Je connais pas beaucoup de joueurs qui terminent leur aventure en sélection sur un doublé contre l'Allemagne. Donc voilà, c'est quand même assez particulier. Mais voilà, au global, son histoire avec l'OL aura été très très belle. Belle conclusion. Dommage parce que évidemment, il y avait l'Europa League, il y avait la qualif en LDC, mais dans quelques années, allez, 4-5 ans, on se souviendra quand même que ça aura été un top joueur qui sera revenu, qui aura aidé le club à se sortir du pétrin la saison dernière, qu'il aura toujours eu un bon ratio, des très très belles stats. Donc ouais, bel hommage à lui. Et puis voilà, autre départ, alors attendu ou non, moi je me disais quand même que Cherki ça sentait bon pour le départ. Voilà, c'est fait, hein. Il l'a dit, on a vu sa sortie en larmes, on l'a vu que lui aussi était très ému. Déjà lors de la dernière conférence de presse, bon après, je sais qu'il y a eu des trucs par rapport au trophée UNFP, la déclat sur Beansport, tout ça, je m'en vais pas. Je pense qu'on l'a plus mis, voilà, lui il a dit qu'il voulait un petit peu être chambreur, rigoleur, moqueur. J'ai pas envie de lui jeter la pierre. De lui jeter la pierre là-dessus, mais au final voilà, il a annoncé qu'il partait normalement, après à savoir le club qui va l'accueillir, parce qu'encore une fois il y a beaucoup de bons projets pour lui. Voilà, on le redit, mais Leverkusen pour remplacer Wirtz, c'est très sympa. Le Milan pour reconstruire le Milan, c'est comme un super défi. Moi Liverpool, je me dis que pour être dans la rotation et préparer pourquoi pas l'après Salah, j'ai envie aussi de voir. J'ai pas comparé Cherki à Salah, ne vous enflammez pas, je dis juste que ça peut être dans voilà, un petit peu prendre du temps de jeu, apprendre, et puis même il peut évoluer dans d'autres registres que côté droit, ça peut être pas mal du tout. Mais ouais, c'est vrai que tu le dis, Malalorin, Cherki, Lacazette, Tolisso, Cacré, un peu plus tôt, une page se tourne à l'OL. C'est vrai que tu as beaucoup de choses qui se transmettent. Il y a déjà Maza à Leverkusen. Oui, c'est vrai que Leverkusen a recruté Maza, mais tu peux aussi prendre Cherki. C'est pas interdit de prendre les deux, hein. Ça peut être aussi le cas, hein, parce que Maza, c'est un jeune joueur très prometteur, mais qui arrive de D2. Tu vois, ça peut être pas mal aussi d'avoir Cherki plus ça. Donc, à voir ce qu'ils vont décider, quoi. Un prono pour Reims-Metz pour les barrages. Moi, je vois Reims, mais je l'ai dit, la dynamique et le coup de massue de ce soir, ça peut jouer sur la tête. Et Reims a beaucoup à perdre avec cette finale à jouer. Donc, attention à ce qui peut se jouer, quoi. Écoutez, on va faire les matchs suivants avec évidemment 2-3 autres trucs à dire. Je pense, Nice, hein, quand même. Hein. On a notre quatrième. C'est le GC Nice. Cachez votre joie. Hein. Je vois que vous ne vous enflammez pas. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes dubitatif? Non, en vrai, on peut les tenser, on peut les taquiner. Je pense qu'il ne faut pas faire les tours de qualification et les barrages avant qu'ils soient là. On va voir ce qui va se passer. Il y a un mercato, il y a Francaise. Moi, je vous le dis, j'ai confiance en Francaise. Après le reste, on verra. Mais c'est quand même une équipe qui nous a fait une saison un peu surprenante, un peu très difficile à lire. Très difficile à lire Nice, parce qu'il y a eu des joueurs qui sont sortis du lot très clairement, glissant sur les 2 tiers de la saison. J'ai beaucoup aimé aussi la saison de Klaus, de Melvin Bard, de Boulka, qui a rendu des services à pas mal de moments. En attaque, Laborde a marqué les petits buts qu'il fallait, même si lui aussi il a eu des trous d'air. Sanson a fait un retour, même Mofi ce soir a marqué un petit peu le retour de nulle part. Comment est-ce qu'on se positionne? On est forcément en se disant que Nice en Europe ces derniers temps, c'est pas dingue. À chaque fois qu'ils y vont, c'est soit bof, soit très nul. Donc t'es pas évidemment rassuré. Après, tu sais que tu as 2 tours à passer pour être en Ligue des Champions, et que pour ce club, ce serait une super récompense, pour cet effectif, pour Francaise. Donc ils vont préparer ça. Mais c'est ça, le message que m'a mis Yenge, c'est ça que j'ai envie de mettre en avant. En regardant la saison de Nice, tu te dis que des entraîneurs capables de valoriser un effectif, ils sont pas nombreux. Je pense que c'est le mérite de cet entraîneur. Et peut-être que Nice
a surperformé. Peut-être que la place de Nice était plutôt 6ème, 7ème et qu'ils ont profité de certaines méformes pour se retrouver là et que Francaise a su profiter de cet effectif pour tirer tout le monde vers le haut et emmener ce groupe à la 4ème place. Et moi je le redis, c'est vrai que sur les 5 dernières années, c'est vraiment un très très bon coach de Ligue 1. Enfin, c'est quand même celui qui a les meilleurs résultats contre le PSG. Cette saison, il n'a pas perdu contre Paris en prenant 4 points sur 6. C'est quand même, pour moi, peut-être un des signes à mettre en avant avant ces barrages. C'est que Franquès sait préparer les gros matchs et que ça peut le faire. Alors, contre qui pourrait tomber Nice un petit peu On le redit, t'as le Feyenoord, t'as Benfica, t'as les Rangers, t'as Brandbergen, t'as Panathinaikos. Tu vas sans doute avoir du Young Boys, tu vas avoir Fenerbahçe, Turquie. On avait vu que c'était sans doute Club Bruges de mémoire. Classement République tchèque. Foot championnat. Face pour le titre, Victoria Pilsen. Ça c'est Victoria Pilsen ou Banik, mais Victoria Pilsen, ça c'est vraiment des équipes un peu relou à jouer. Et tu aurais aussi en Autriche, contre qui ça serait ce serait phase de championnat. Ouais, ce serait Vakta Srek, Salzbourg aussi sont passés à côté de leur saison, quoi. Donc en vrai, autrichienne, ça pourrait peut-être le faire, mais pour Nice, tu te retrouverais vraiment avec du lourd à faire, quoi. Franchement, il y a 60-70% des équipes, je suis pas optimiste, mais à voir ce que ça peut donner, parce que bah évidemment tu vas avoir une préparation à effectuer, tu vas devoir être prêt assez tôt, donc à voir quoi. S'il passe pas, c'est qu'il mérite pas. Ah non, mais je pense que de toute façon même lui il se cachera pas, hein. Il dira pas c'est la faute d'un tel ou d'un tel, c'est que si Nice ne passe pas, c'est qu'il méritait pas. Mais c'est vrai que tu dis que Feyenoord très tendu, enfin Feyenoord qui a battu le Milan, qui est une bonne équipe qui sait y faire. Benfica, même si Benfica a toujours une frustration, c'est chaud. Belgique, Club Bruges, qui a fait quand même un 8ème de LDC. Turquie, Fenerbahçe. Bon courage. Après, bon, t'as les autres équipes, hein, mais c'est chaud quoi. Si Paris gagne, ils font quand même les barrages. Non, si Paris gagne la LDC, ça change rien. Nice sera quand même barragiste. Non, on avait vu que si Paris prenait la LDC, ce serait une équipe, soit l'Olympiakos, soit Brandbergen, non pas Bran, Bodo Glimt, pardon, qui serait directement LDC. Donc le destin de Nice, à Niçois, ne supportait pas forcément le PSG le 31 mai. Il n'y a pas d'intérêt à ça, quoi. La board qui va montrer à Land qui est l'attaquant clutch en finale de LDC. C'est exactement ça. Mais sinon, non, ce soir, la fête était belle. Alors évidemment, ils avaient perdu le match à Rennes, donc on s'était dit, oulala, c'est compliqué. Mais à ce soir, ils ont mis tous les ingrédients qu'il fallait. Et non, effectivement, en LDC, tu me montres ça, bah oui, je te dis que c'est très léger. Moi, qui a le niveau LDC là, très clairement, avec qui tu te dis je peux partir avec en LDC? Boulka, Klaus, Guessant, ils peuvent faire l'affaire, même Bard, je le mets dans les joueurs ok, ils peuvent faire l'affaire Dante, Boudaoui, Bouanani. Le reste, je suis pas sûr. Donc c'est là tu dis qu'il y a une grosse marge à bosser pour essayer de faire ça, quoi. C'est fou de se dire que Guessant a le niveau LDC. Oui. Bah, Bard Boudaoui, c'est fort. Oui, c'est fort. C'est fort. Je pense que s'ils font du chapeau 4, du chapeau 3, s'ils font des matchs contre les Young Boys de Berne, contre le Celtic, ils pourraient le faire. Mais quand tu vas affronter du chapeau 1 et du chapeau 2, bon courage. Parce que là, ça va être très clairement difficile. Après, ils ont même pas le niveau Ligue Europa, collectivement, on l'a vu. Alors, je crois que j'avais déjà dit, mais c'est vrai que l'Europa League, ça a été un fiasco. On est tous d'accord là-dessus. Après, pour ce groupe de joueurs, jouer avec des champions, ça pourrait arriver qu'une seule fois dans leur carrière. Est-ce que un Baptiste Santamaria rejouera LDC? Est-ce qu'un Hicham Boudaoui rejouera LDC? Est-ce qu'un Moïse Bombito la rejouera? Est-ce que Melvin Bard Tu vois où je veux en venir? C'est que la LDC, ça n'arrive peut-être qu'une fois dans une carrière, un peu comme pour Brest, et que c'est les moments où tu veux le plus te montrer. Alors évidemment, la motivation, l'envie, elles sont à 100% quand tu joues ce type de match. Mais pour Nice, il y a certains joueurs, ça va être le moment clé pour se montrer ou justement avoir le plus beau moment de ta carrière. Après, il y a entre avoir l'envie, c'est comme une équipe de Coupe de France un petit poussé, mais
Entre ça et le talent, bah évidemment, ce qui doit primer, c'est le talent. Et aujourd'hui, Nice, est-ce qu'ils sont armés pour la Ligue des Champions? Je te dis non. Non, évidemment, c'est encore loin. Mais avoir ce barrage, avoir ce temps de préparation, un Franquès qui devrait rester aussi, tu vois, un peu de stabilité, au moins au niveau du staff de l'équipe première, en attendant que Ineos, Radcliffe gèrent leurs problèmes, ça, je trouve que c'est bien, quoi. Et du coup, dans l'autre sens, Brest, bah écoutez, s'ils gagnaient, ils pouvaient être peut-être 8e et chipper la place de l'OL. Bah, ils repartent avec une valise. Bon, au moins, on sait que Brest, il y a Eric Roy qui prolonge. On sait qu'il y a une fin d'aventure pour pas mal de joueurs comme Bizot. On va avoir tous les prêtés qui vont revenir dans leur club, comme Romain Fèvre, comme Abdallah Sima, comme on va voir NDI, Koulibaly, Fernandez. Donc ça pourrait beaucoup bouger pour cette équipe. Ibrahim Salah aussi. Mais voilà, on sait que Brest a bien géré son aventure avec les champions, a mis de l'argent de côté, et que c'est une équipe qui va aussi se mettre, ouais, je pense, bien à l'abri. En LDC, il faut aussi châter au tirage. Le top 24 n'est pas inatteignable, mais il faut un joueur par ligne de qualité, c'est vrai. C'est vrai que si tu donnes le tirage au sort de Brest à Nice, je pense qu'ils sont capables de faire top 24. Très clairement. Si tu leur donnes Sturm Graz, Salzbourg, Sparta Prague, t'avais qui d'autre? T'avais PSV Eindhoven, t'avais qui d'autre pour Brest? Bon, t'avais Barça, Bayern, Barça Bayern. T'avais comment ça s'appelle, Barça Real. Bon, t'avais PSG, t'avais Shakhtar, c'est ça l'équipe. Bon, ils avaient perdu contre eux. Ouais, en vrai, je pense que si tu leur donnes ça, oui, ils sont capables de passer, d'être top 24. Mais c'est des matchs particuliers, donc entre les conclusions qu'on peut se faire, c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Surtout que je pense que Nice, je pense qu'ils prendront plus au sérieux que Brest, les adversaires. En mode Brest, bon, qu'est-ce qu'ils font là? Nice, ils savent qu'ils ont déjà fait des matchs européens, mais ça, on peut pas trop le deviner. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir pêle-mêle? Allez, Lens Monaco. Bah, évidemment, Monaco, équipe en vacances, hein, avec voilà, Ilikina, Diatta, Magassa, Thésée, tout ça. Prennent une valise, surtout que Akliouche, Biarret, Mbolo, Kerrer, même Vanderson, Zakaria, ils ont vraiment mis tous les patrons sur le banc. Ça, c'est quand même un match qui ponctue une drôle de saison pour Monaco, je l'ai dit. Année du centenaire du club. Et finalement, bah, tu termines 3ème, tu as cette satisfaction de retourner à LDC. Mais qu'est-ce que tu retiens d'autre? Élimination en barrage contre un Benfica qui était prenable. Défaite contre Reims en Coupe de France en 16e de finale à Reims qui était au fond du trou. En championnat, tu as été très loin du PSG et tu n'as pas terminé 2ème. C'est compliqué pour Monaco. On sent qu'il va y avoir une grosse restructuration d'effectifs, qu'il va y avoir des ventes comme à Kliouche notamment. Il y a des joueurs aussi qui sont sur le départ, je pense à Ben Seguir et tout, mais c'est vrai que sur cette claque elle fait mal, surtout qu'on n'a pas vu Lens souvent comme ça à Bollard. Là c'est vraiment Lens 2022-2023 avec Seko Fofana qui fait des percées de zinzin et Loïs Openda qui est chirurgical dans la zone de vérité. D'ailleurs un mot sur Lens, je suis quand même très content de voir que le meilleur buteur de Lens cette saison c'est Nelanaoui qui termine la saison avec 8 buts. Lens a recruté beaucoup d'attaquants cette saison. Bon, il y en a qui sont arrivés cet hiver comme Koyalipou, mais entre Enzola, Saïd, Sotoka, Labo Lascari, le pauvre qui s'est fait les croisés, tu as aussi Satriano, lui aussi qui s'est fait les croisés. Bah, je trouve ça bien que ce soit un milieu de terrain qui termine meilleur buteur, alors que tu as quand même des beaux mots, Sotoka aussi. Même si on sait que Enzola, il a marqué 6 buts, mais ça a été une erreur de casting. Sotoka, c'est un petit peu sur la fin. Saïd, c'est plus super sub. Satriano, ça a été une grosse blessure quand elle peut arriver là. Donc au final, tu dis, bon, chaque joueur a eu sous ses circonstances, mais Nelanaoui, très très fort. Lui, franchement, c'est un petit peu comme Abin, on en discutait tout à l'heure. S'il a envie de passer un step et d'aller dans un gros club, je sais que Lens a envie de construire sur lui, ça se comprend, mais vraiment, on a envie de le voir continuer, briller, parce que c'est un super joueur, vraiment super joueur. Parle pas d'inefficacité lensoise. Non, mais c'est vrai qu'il y a certains matchs où tu disais c'est pas possible. Des matchs où vraiment Lens a joué à l'envers dans cette surface adverse, ils ont fait n'importe quoi. Enfin,
beaucoup de joueurs qui ont été décevants, mais Nelanaoui, lui, vraiment une vraie saison de patron et super joueur, j'insiste, mais lui sa trajectoire est très costaud. Medina aussi, qui fait ses adieux, on l'a vu une belle ovation, je pense méritée, à voir où il atterrira. Est-ce que c'est l'OM? Moi j'ai dit par exemple à l'Inter, je pense qu'il ferait pas tâche dans la rotation, à Atletico aussi, mais à voir ce qui s'est un petit peu déroulé. Et oui, on a appris voilà, que Will Steele ne continuerait pas l'aventure. On verra quel sera son remplaçant. Cette saison sous Will Steele, elle aura été voilà, un petit peu coup-ci coup-ça. On a vu un coach qui était peut-être en mesure de jouer l'Europe. Finalement, sur la deuxième partie de saison, on s'est rendu compte que Lens n'avait pas les armes et que Lens, qui est 8ème, finalement, c'est à sa place. C'est logique. À voir qui prendra la relève. C'est vrai que Pierre Sage, ça me paraîtrait une belle idée, mais on sait que voilà, c'est encore un peu d'instabilité. Alors, on sait que Wissel, par rapport à des raisons personnelles, évidemment, on juge pas. Hein. Enfin, franchement, on lui souhaite beaucoup de courage à lui dans les prochaines étapes dans ces épreuves-là. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, on a vu beaucoup de joueurs majeurs partir, beaucoup de mouvements. Un coach, voilà, on a eu une ère francaise où tu avais quelqu'un qui restait longtemps. Là, ça fait un nouveau coach. Donc, c'est une petite incertitude. Évidemment, on souhaite avant tout bon courage à la fin de ici. On sait que c'est la personne touchée dans ce cas-là par une maladie. Donc, on sait que ça va pas être évident dans les prochains jours. Mais voilà, Lens qui a vendu beaucoup de ses actifs, qui a préparé le terrain, qui a recruté pas mal de jeunesse, qui va essayer de garder Djoumaba en prêt. Ça me paraît pas mal comme idée ça. On verra. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a la jeunesse, il y a un petit peu 2-3 éléments cadres. Est-ce que ça suffira l'an prochain, Lens, pour jouer un petit peu les rôles de trouble fait? Je suis pas sûr. Parce que là, encore une fois, il manquera un gros joueur par ligne. Et vous le savez comme moi, c'est le plus dur à trouver dans ces cas-là, quoi. Donc à voir ce qui va se passer. Ah, Roux qui nous dit Pierre Sage travaille depuis avril avec Diego Lopez sur le recrutement. Donc on a un insider qui nous dit que Pierre Sage pourrait être le coach. Bah écoute, moi je trouve qu'en vrai, si tu m'avais dit Will Steele Park, quel serait le numéro 1, je pense que je serais aussi allé sur Pierre Sage, un projet qui lui correspond. En plus, lui qui vient du monde de la formation, voir Lens, la réserve, les U19 décembre, il va aussi envie avoir de rafistoler tout ça. Donc, ouais, c'est une bonne idée. C'est une vraie belle idée, je pense. Parmi les autres moments forts, on a évidemment ce Marseille-Rennes avec la victoire de l'OM, Greenwood qui égale Dembélé au classement des buteurs, mais qui termine derrière, je pense, au ratio temps de jeu but. Rabiot doublé aussi, super saison pour lui, évidemment. Alors très drôle d'ailleurs, Ismaël Koné qui marque un but un peu lunaire, frappe enroulée, lucarne, qui voilà célèbre un petit peu, il est prêté par l'OM, donc c'était assez bizarre comme moment. Et juste après, en plus c'était une passe D de Brassier. Juste après, on a penalty pour l'OM sur une faute de Koné de main. Et 5 minutes après, on a de nouveau un penalty pour l'OM. Cette fois-ci, Greenwood ne le transforme pas, mais c'est une main de Brassier. Donc vraiment des histoires entre anciens, nouveaux, ex, ce que vous voulez. Ah, c'est à cause du nombre de penalty qui passe ok derrière Dembélé. Merci pour l'info, Gabjo. Moi je pensais que c'était le ratio temps de jeu but. Évidemment l'image magnifique, l'hommage à Mandanda, j'ai adoré, très beau, vraiment sincèrement ça restera comme un moment fort très sympathique de Ligue 1. J'ai adoré également, c'est ce qui m'a beaucoup plu, et je le redis, mais le speaker qui fait son entrée, enfin l'entrée de Mandanda comme si c'était un joueur de l'OM, comme s'il venait de marquer un but, c'est tout ce qu'il méritait. Et voilà, la part David Bay de lui offrir ça, un gardien qui a 40 ans mérite ça. Ça aurait été pareil, lui aussi un monument, une légende de ce club, et c'est vraie belle apothéose, très belle apothéose. Donc évidemment l'an prochain, qu'est-ce qu'il fait? C'est vrai que moi, pour boucler la boucle, je trouvais que ce sera vraiment bien qu'il aille au Havre pour boucler la boucle justement, et terminer en beauté pour encadrer ce groupe-là. Mais c'était bien de la part du Vélodrome de l'acclamer ainsi. C'est vrai qu'on a au Vélodrome, on a vu l'hommage à André Ayou, pareil pour Mandanda. Ça, c'était vraiment fort. Et voilà, Marseille qui confirme son statut de deuxième meilleure attaque du championnat, qui aura vraiment marqué, encore une fois, beaucoup de buts. Alors beaucoup de buts encaissés, mais 74 buts marqués, c'est 9 de plus que le troisième. C'est quand même pas mal, hein. Niveau attaque, ils auront fait fort. Alors évidemment, 47 buts encaissés, t'as pris autant de buts que Reims, qui est barragiste. Donc on sait que pour l'OM, ça a été ça son défaut majeur. Mais beaucoup de gens ont dit sur l'OM qu'on s'ennuyait, que c'était une équipe, on voyait pas la patte de Zerbi, que c'était neutre. Oui,
Sur 90 minutes, des fois, il y a des séquences qui n'étaient pas folles, c'était un petit peu ennuyeux, ça tâtonnait, mais au global, je trouve que cette équipe de l'OM nous aura offert quand même pour la première année de Zerbi beaucoup de bonnes choses, beaucoup de promesses. Il y avait un bel effectif, il y avait un gros recrutement, ils ont tenu leur rang. Je pense tous ici on était d'accord. L'OM début de saison avec ce mercato-là, cette semaine sans Coupe d'Europe, ça doit terminer le podium. Et ils l'ont fait, ils l'ont assumé. Et tu dis que là, maintenant, il y a un mercato LDC à préparer, que Benassia, là, ça doit commencer à chauffer les coups de fil, à prendre beaucoup, beaucoup de belles choses. Ouais, par contre, vous avez raison sur le premier but de Rabiot, la séquence collective est folle. Et vraiment, je vous invite à aller voir. C'est vrai que ce soir, on a eu de très beaux buts. Cabella, le but de Koné, Rabiot. Franchement, on en a eu des sacrés beaux. Ablin, l'enchaînement est stratosphérique. Donc, ouais, vraiment, vraiment bien chouette. Donc, cet OM qui va devoir continuer dans ce sens. J'ai toujours appelé et prôné la stabilité et je pense qu'en plus que jamais, il faut que l'OM se dise ça, c'est que la première étape. L'an prochain, on va aller vers plus. Et qu'est-ce que ça peut être plus? C'est faire des ajustements dans l'effectif, c'est faire évidemment des bons choix sur le mercato, la profondeur de banc aussi, parce que tu dis que certains joueurs, Cornelius Mopé, est-ce que c'est pas trop juste pour la Ligue des Champions? Par contre, aller chercher un attaquant capable d'enchaîner Ligue 1 LDC, prendre 2-3 défenseurs derrière, je pense minimum, parce que c'est là où ça a été le plus critique. Donc à voir, ouais. Benassia, elle a clairement dit à Bean ce soir que tous les joueurs libres de Gros Caïb, ils attendaient Sam Hype. Franchement, ça m'étonne pas que Benassia, il ait récupéré le 0,6 de De Bruyne et qu'ils se disent, bah tiens, une petite pige à Marseille, ça te chauffe pas? Et ouais, bah c'est ça aussi, hein. Rabiot, c'est comme ça que ça se joue, hein. Rabiot, tu te dis, non, mais normalement, international français, titulaire de la sélection, carrière, Paris, Juve. Lui, tous les jours, il va aller dans une équipe Ligue des Champions. Et au final, bah, t'as quand même un club qui est particulier, qui est à part, qui est pas comme les autres. Mais c'est un club qui quand même te donne beaucoup envie d'y aller. Faut le dire. Hein. Enfin, le public, le vélodrome, cet engouement, c'est un truc unique. Et un Rabiot, bah oui, s'est laissé tenter ça. Et si Rabiot s'est laissé tenter, peut-être que d'autres joueurs d'un certain renom. Alors c'est vrai que j'ai vu passer les rumeurs Sané, le roi Sané, j'ai vu les rumeurs Jadon Sancho, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on ait un ou deux gros coups comme Rabiot en se disant waouh, genre vraiment le joueur qu'on vient pas, qu'on trouve pas et qui se dit ah ouais, là quand même ils ont frappé très très fort. Donc à voir ce que ça va donner la saison prochaine. Mais ce qui est sûr, c'est que là, l'intersaison, elle va être hyper intense. T'as une LDC à préparer où t'es pas barragiste. Donc là, la position de l'OM, on est hyper curieux. Et puis voir contre qui ils vont tomber, le tirage au sort, tout ça. Puisqu'en plus, l'OM, je crois, ils seront chapeau 4. Mais après, bon, on sait que quoi qu'il arrive, peu importe les chapeaux, tu tombes quoi qu'il arrive sur 2 équipes chapeau 1, 2 équipes chapeau 2, 2 équipes chapeau 3, 2 équipes chapeau 4. Mais cet OM-là, je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui aimeraient pas tomber là-dessus. Et voilà, j'ai envie de voir à quel point ils vont être un petit peu dans cette perspective. Elle serait plutôt chapeau 3, ok. Moi, j'avais vraiment lu chapeau 4. Bon, côté Rennais, on se redit, hein, c'est une équipe qui est la déception de la saison, hein, tout simplement, je pense qu'on est d'accord. Une équipe qui a beaucoup recruté cet été, où ça n'a pas marché. D'ailleurs, Ricky Massara, le dirigeant, est parti. Donc, une petite année, il s'en va. Un mercato voilà, d'été qui passe pas. Cet hiver, ils se sont rattrapés avec Arnaud Pouille, qui a fait venir beaucoup de beau monde. Je pense qu'il y a une bonne base pour l'an prochain. Normalement, ils vont faire venir Loïc Désiré comme recruteur cet été. Et on va voir ce que ça va donner. Mais je trouve que la base est intéressante. Mais l'an prochain, sans Coupe d'Europe et avec ce statut-là, la pression, on sera d'autant plus exigeant. J'ai trouvé qu'il y avait des bonnes intentions sur Habib Beye, mais que c'était encore trop, je ne vais pas dire gentil, mais ça manquait un petit peu de... Pas d'audace, mais c'est une équipe qui est encore en phase de gestation et qui est encore très très loin de la finalité. Et pour arriver à cette finalité, je ne sais pas si on devra attendre août, septembre, octobre, voire un peu plus loin. Mais voilà, on sait que l'an prochain, la pression, on se dit que Rennes, normalement, ça doit rejouer la Coupe d'Europe. Donc on doit attendre le Stade Rennais 6ème. Donc à voir, enfin minimum 6ème. Donc à voir si ce sera le cas, quoi. Fofana et Samba, c'est catastrophe individuelle. C'est quoi Fofana, c'est compliqué, mais à voir si avec une prépa, il se retape bien. Je dis pas. Samba, c'est vrai que sur certains buts, voilà. Mais pareil, est-ce que c'est pas ce collectif un petit peu imparfait, un petit peu brouillon, qui se cherche? Est-ce que quand ça va monter en puissance, Samba lui aussi va pas remonter en puissance? Je sais pas. Je suis d'accord avec vous sur la deuxième partie de saison. Attention. Oui, c'est vrai qu'aussi il y a le salaire à prendre en compte. Mais si je parle juste du terrain,
Moi, j'ai pas envie de les condamner et j'ai envie de revoir une deuxième année pour lui, quoi. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Je crois qu'on a encore deux petits matchs. Alors évidemment, on a déjà beaucoup parlé du fameux match Nantes-Montpellier. Donc avec cette équipe nantaise qui va chercher son maintien, 9 tirs, 0 cadré côté Montpellier, mais un peu plus, toujours la possession pour adversaire côté nantais. Il y a des choses qui ne changent pas. Et voilà, Ablin Simon. Je sais pas si le duo sera encore la saison prochaine, mais quelle attaque. Enfin vraiment, c'est pas normal que Nantes n'ait pas su capitaliser un peu plus sur ces deux joueurs parce que c'est vraiment deux éléments très très forts de leur équipe. Mais voilà, on a vu une belle ambiance. Par contre, à la fin, c'est vrai que par rapport à Comboiré, tout ce qui s'est passé, le fait qu'il n'y ait pas de célébration, que ce soit plutôt des sifflets, qu'il y ait des remontrances, il y a un énorme trait à faire. Je suis d'accord avec toi, Goucetinho, et je pense, je vous redis, il faut pas... allez, Comboiré, merci pour les services rendus, merci pour la Coupe de France, merci pour la petite épopée européenne, le match contre la Juve, tout ça. Mais faut dire stop. Faut dire stop. Nantes a besoin d'un entraîneur comme Orneland, a besoin d'un œil neuf, d'un projet rajeunissant. En plus, on a vu qu'il y avait un gros centre de formation qui était en train de revenir au premier plan avec Guirassy, avec Zézé, avec Louis Leroux. Donc il y a en plus de la formation à un petit peu remettre en avant. On sait qu'à Nantes, c'est une école qui compte énormément. La Jaunelière, que c'est le jeu à nantaise. Alors évidemment, ça a peut-être un petit peu disparu, mais ces jeunes, ils sont là. Il y a un vivier à exploiter. Et j'espère que ce coach-là sera là pour être en mesure de remobiliser tout ça. Mais attention l'Equita, parce que je l'ai redit, il ne faut pas se tromper sur le choix du coach. Il y a une Ligue 1 l'an prochain qui sera extrêmement relevée. Il n'y aura plus beaucoup de marge. Et ce Nantes-là, ça va être très tendu s'ils ne parviennent pas à se remettre à l'endroit et surtout trouver le coach pour enfin avoir ce projet un peu plus moderne. Je le redis, respect Comboiré pour ce qu'il a fait, mais ça faisait déjà 2 ans que ça tirait la langue et que c'était vraiment pas ouf sur pas mal de matchs, quoi. Donc voilà un petit peu mon sentiment là-dessus. Et puis bon, j'ai pas l'habitude, mais on termine par le match du PSG. Voilà, on termine par le match du PSG, un débrief, parce que c'est vrai que c'était peut-être le match où il y avait le moins d'enjeux. Auxerre maintient très très tranquille depuis un moment. Le PSG qui prépare sa finale. Et quand même, sacrée équipe hein, pour faire des festivités au parc. Tu verrais qui comme coach à Nantes? À Nantes, je verrais bien Luis Castro de Dunkerque. Je pense que ça peut être une vraie bonne idée. Surtout qu'il y a des bonnes idées de recrutement. S'ils font venir, là je pense que ce serait le bon mood après. C'est toujours très particulier de gérer des choses avec l'Equita. J'ai vu quelqu'un dire il faudrait peut-être plus un profil à poigne comme Sergio Conceição, mais est-ce que Conceição, qui sort d'une expérience très éprouvante à Milan, va vouloir repartir dans un contexte, un bourbier comme celui de Nantes? Je suis pas sûr, mais un regard neuf comme celui de Luis Castro, qui a été en plus un formateur, un éducateur au Benfica pendant plusieurs années, ça me parle un peu plus. Comme je vous disais, oui, le PSG a mis une très très belle équipe. Hein. Vraiment, là, ça a été vraiment un 11 hyper séduisant avec Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Neves, Vitinha, Fabien Ruiz, Gvara, Dembélé, Barcola. À part peut-être Doué, Barcola, je pense qu'on tient le 11 qui jouera la finale contre Reims et la finale contre l'Inter. Donc, sincèrement, l'équipe... Elle a très très belle allure. Elle a été menée au score et finalement elle a su aussi s'imposer. Donc chapeau à eux. Je pense que évidemment c'est le genre de match un peu plus en roue libre. À la mi-temps t'étais mené, mais finalement t'as tellement de talent individuel. Enfin, allez voir les buts de Gvara. Gvara qui marque du coup 3e et 4e but de cette saison. Mais Gvara, ce qui me plaît, c'est que au-delà des stats, c'est un joueur qui a eu un impact vraiment considérable dans son équipe. L'implication défensive, c'est là où je pense que Gvara, je dis pas qu'on s'est trompé de biais quand il a été recruté en janvier, mais quand il est arrivé, on s'est tous dit, c'est Gvara, c'est le magicien, du coup, il va nous offrir forcément ses dribbles et tout. Mais je pense que ce qu'ils avaient comme idée avec Gvara, c'est aussi d'avoir ce mec, chien de la casse, qui va énormément défendre, qui va faire les replis, et Gvara, il est fait tout le temps, et ça fait tellement de bonus. C'est pareil pour Dembélé. Dembélé, ce qui le transcende pour moi, au-delà de sa progression, de sa finition, c'est aussi que c'est le leader, le mec qui tire l'équipe vers le haut en faisant le premier pressing. C'est tout le monde attaque, tout le monde défend. C'est un cliché, mais ce PSG-là a su le faire. Et Gvara, pour moi, c'est un principal symbole, quoi. Mais avoir la chance de supporter un club qui peut faire venir des mecs comme Gvara, ça doit être une dinguerie. Ah ouais, faire venir Gvara mercato d'hiver, t'es bien, t'es très très bien. Franchement, c'est là où tu te dis que t'as fait quelque chose d'assez fort. Après, t'as les finances, t'as une surface, t'as un portefeuille illimité,
mais on sait que certaines équipes ou certains coachs ou certains directeurs sportifs se sont trompés de cible. C'est vrai que le fameux mercato, voilà, avec Donnarumma, Hakimi, ok, mais sinon à côté, tu avais Sergio Ramos, Messi et Wijnaldum. Voilà, tu peux pas avoir toujours juste. Là, par contre, c'est vrai que Campos, je trouve qu'il s'est nettement rattrapé. Ça parle d'une prolongation. Moi, je suis pour le prolonger. Enfin, là, il a rectifié le tir. Et de quelle manière? Pacho, Doué, Neves, Guevara. Alors oui, c'est vrai que ces joueurs-là, tu dis qu'à peu près partout où ils iraient, ils seraient performants. Mais avoir cette idée d'aller chercher un Pacho après une saison à Francfort, Neves dès sa première saison à Benfica, ça me parle plus. Et Doué, pareil, de l'avoir aussi bien intégré, c'est ce qui me... C'est ce qui me parle. C'est ce qui me parle. Donc, autant Campos, j'ai eu certains trucs, j'étais là, oulala, les 180 millions d'euros sur Colomboigny, Ramos, Gonzalo Ramos, aïe aïe aïe. Là, je trouve que l'ensemble est beaucoup plus cohérent, quoi. Donc, ce PSG là s'offre une belle répétition. Il y a aussi un match à venir contre Reims. Et puis, bah, après, c'est déjà dans 2 semaines, hein. Ça va aller très très vite, hein, cette finale de LDC. Dans 2 semaines, il y a la musique qui retentit à l'Allianz Arena à Munich. Donc je pense que le PSG est prêt, quoi qu'il arrive. Je pense qu'ils vont être en mesure de faire ce match assez fou. Et puis il n'y a plus qu'à. Puis évidemment, on se retrouvera ensemble pour parler de tout ça, voir un petit peu ce que ça donne. Bah, côté Auxerrois, content pour Sinaoko qui fait une belle saison, qui en sort avec un petit but. C'est vrai que la compo, là, c'était un petit peu compo, ouais, peut-être à part Kijana Hoover à la place de Joly et voilà, un Joubal au tout. C'est quand même pas loin de l'équipe type. Ah, il y avait aussi Danois, qui est très très bon comme joueur, j'aime beaucoup. Donc non, Auxerre, bravo à eux. Et je le redis, Auxerre, ça a été une belle saison. Ils vont perdre du monde. Mettre Junior Traoré, Perrin. Attention Auxerre, hein, la saison d'après, avec cette Ligue 1 compétitive. Je pense que vous avez compris le message depuis le début du débrief. Il y aura du beau monde. Auxerre, si ça recrute, si ça se trompe sur les remplaçants, ça peut être chaud, ouais. Ça peut être très très chaud. Donc, faudra pas se tromper dans ce sens. Bon les amis, je pense qu'on arrive au bout de ce débrief. Il est plus d'1h du mat. On a été très bavard. Je pense que on clôture cette Ligue 1 parce qu'évidemment il y a beaucoup de choses à dire sur le débrief le plus long. Voilà, désolé pour le roman fleuve que je vous ai livré, 1h45, mais voilà, il y avait beaucoup de choses à dire. Europe, maintien, relégation, barrage. Donc c'est évidemment un plaisir. On se retrouvera, je pense, la semaine prochaine. Il y aura une vidéo sur YouTube pour faire un bilan à froid avec équipe type, top flop, tout ça. On se retrouvera aussi pour parler évidemment barrage, Coupe de France. On refera un point là-dessus. Il y aura aussi évidemment du contenu Ligue des Champions. Demain, vous pouvez me retrouver avec la team hors-jeu lors de la brocante SoFoot à Paris. Donc voilà, on va aller chiner, on va aller regarder des maillots un petit peu comme celui-ci. Bon, ça c'est une réédition Adidas et tout, donc il sera peut-être pas là, mais on va aller se faire une petite déambulation avec l'ami Youss demain midi. Donc voilà, vous avez le stream, et si vous voulez aussi venir nous voir à Paris, évidemment, à la brocante, c'est avec plaisir. Il y aura aussi les copains de Trash Talk, bien sûr. Et puis encore une fois, vous avez tous les contenus en replay sur YouTube, les débriefs en podcast, Deezer, Spotify, Apple Podcast. Encore merci à vous tous pour cette saison. Elle a été riche en émotions, riche en débriefs. On l'aura fait jusqu'au bout, mais pour moi, quoi qu'il arrive, ça n'a pas été un travail, ça a été vraiment une passion de pouvoir discuter de Ligue 1 avec vous, de cette bonne vieille Ligue des Talents tout au long de la saison. Donc vraiment un pur kiff. Merci aussi pour les très bons retours sur la dernière vidéo sur les relégations surprises. Ça me donne de la bonne force pour continuer dans ce sens, de faire d'autres programmes comme ça, où je prends le temps d'analyser, de raconter. Donc voilà, je voulais faire un peu plus de narration, plus que de l'actu. Donc ça m'encourage à le faire. Donc encore une fois, merci. Et puis je vous souhaite une très très belle soirée. Profitez bien. Et on se dit à très vite les amis. Salut à tous.